chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de discussions impromptues, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons parler d'Essen 2017 avec Monsieur Guillaume. Monsieur Guillaume est allé à Essen 2017. Et j'en suis revenu. Et moi, je n'y suis pas allé, donc je n'ai pas eu à en revenir. C'est ça. Mais T'en es revenu avant en fait. je suis revenu avant. Mais forcément, c'est l'événement majeur de cette rentrée, c'est l'événement majeur de l'année ludique, et on ne peut pas faire autrement que d'abord d'y envoyer quelques troupes de trick-track. Hein. Même si c'est les sidekicks. Bon, ça va, c'est quand même… Oui, j'étais ravi d'y aller. Merci, Fal. Et on ne peut pas ne pas évoquer ce qui s'est passé là-bas et d'en tirer des conclusions diverses et variées. Les raisons pour lesquelles moi j'y vais plus, par exemple, je sais que ça intéresse toujours quelques personnes, comment le secteur évolue et quelles sont toutes ces nouveautés qui suintent et qui sont bien belles. Pour ceux qui ne connaissent pas ce salon, on va peut-être en faire un petit résumé rapidement. Essen, ça a 35 ans maintenant. C'est ça. C'est au départ organisé de manière impromptue par des gens qui avaient envie de faire une petite convention en Allemagne, de discuter entre eux, entre amis, ils voulaient jouer entre amis, et ils ont cherché un petit coin à organiser ça. Donc on leur a prêté une salle de classe, je crois dans une école qui était à ce moment-là pas occupée puisque en vacances, et il y a eu par hasard quelqu'un qui a participé à l'organisation de ce truc, qui travaille dans une radio et qui a passé un message à la radio en disant on va se réunir là, il y a 35 ans pour parler de jeux, et il y a eu un afflux de personnes qui sont arrivés pour faire la queue, pour participer, et ils se sont retrouvés dans un truc qui était un peu trop petit, donc ils ont pris toute l'école, puis après les bâtiments d'un côté, puis après la mairie a fait ce qu'il fallait pour que ça grandisse, et en fait, au départ, ce sont des gens qui étaient amoureux du jeu, qui avaient envie de discuter de jeux, de pratiquer des nouveautés, de découvrir des jeux, qui ont organisé ça, et ça a grossi pour devenir ce que c'est devenu maintenant, c'est-à-dire un truc énormissime. Plus de 70 000 mètres carrés de jeux de société, et là pour le coup, en l'occurrence, contrairement à d'autres salons, il y en a encore quelques-uns, la Gen Con par exemple côté américain, mais les autres salons dont on parlait un petit peu avant de commencer cette vidéo, New York & Co, on est sur du jeu jouet, Nuremberg on est sur du jeu jouet, là c'est du jeu de société pur et dur. En fait, il faut faire le distinguo quand même entre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, et surtout ce qui se passe sur les différents salons. En Allemagne, il y a Nuremberg et Essen. Nuremberg, c'est professionnel, alors que Essen, c'est ouvert au public. Oui. Donc des joueurs. Et aux États-Unis, il y a le pendant, c'est la Toys Fair à New York et la Gen Con à Indianapolis. Là aussi, la Toys Fair, c'est professionnel et la Gen Con, c'est joueur. Donc si on doit comparer les deux événements, on va dire que Essen, c'est la Gen Con aux États-Unis. Et la Gen Con aux États-Unis, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire des gens qui avaient envie de se réunir. C'est les Américains qui ont des conventions. C'est des joueurs qui ont envie de se rencontrer pour jouer. Essen, c'est entre les deux. C'est une énorme place où on présente des dizaines et des dizaines de jeux qui vont arriver pour la plupart, qui sont arrivés. Et c'est aussi maintenant devenu une place forte professionnelle et commerciale puisque la plupart des éditeurs ont des salons privés. Se rencontrent, discutent, parlent import-export. Tout à fait. Et on doit dire qu'il y a eu une évolution, tu me diras si je me trompe en analysant cette année, Guillaume. Quand on a découvert Essen chez les francophones, moi je sais que mon premier Essen doit dater de 2001 ou 2002, on y avait été avec Philippe Despalières. Alors Philippe Despalières, c'est les loups-garous, et il faut savoir qu'eux, avec donc Marc Nunes, Croc, ça, ils y allaient, c'est-à-dire Asmodée, bien avant ça, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils y vont. Les Français étaient très peu présents, c'était essentiellement allemand, quasiment qu'allemand, puis les Français ont débarqué en masse, puis les Français se sont imposés. Les Français ont imposé leur style, ont imposé leur jeu, puis ils ont imposé leur vision, on va dire, commerciale, leur vision marketing. Ils sont arrivés, ils ont commencé il y a eu une petite révolution, il y a eu un petit problème en 2007-2008, je crois, au moment de la crise économique. Il y a Hasbro qui a laissé tomber le stand sur lequel il était, un énorme stand quand on est arrivé chez Essen il y a 15 ans, 10-15 ans. On tombait d'abord et on prêtait sur le stand Hasbro qui était monstrueux. Et un jour, en 2008, à cause de la crise économique, Hasbro n'a pas renouvelé le stand. Il faut savoir que dans ces milieux-là, en général, les stands sont renouvelés d'année en année. C'est-à-dire qu'on réserve sur l'année suivante. Donc quand vous avez un bon emplacement, vous le gardez. Et là Hasbro n'a pas renouvelé puisqu'ils avaient un problème économique, comme toutes les grosses entreprises. Et Asmodée s'est glissé. Ils ont pris l'espace. Et depuis, ils ne lâchent plus. Non. Et forcément… Non, mais ils en prennent d'autres. Il y en a dans d'autres halls. Les Français se sont étalés et la force d'Asmodée, la locomotive Asmodée a tout entraîné avec lui. Ils ont collé les autres Français autour d'eux. Au bout d'un moment, ils ont racheté à droite, à gauche. Ils se sont développés. Et les Français sont arrivés en masse, vraiment en masse sur Essen. On peut dire, il y a quoi
ouais, une dizaine d'années, oui. ils sont Enfin, infiltrés. en tout cas, ça se voit de plus en plus, même par expérience personnelle. Le moment où Philosophia, il y a 4-5 ans, 5 ans, dit ben, nous aurons un stand alors qu'ils avaient leur distributeur. Ziman venait, il y avait les boîtes de jeux qui avaient été localisées en français, ben, il y avait les éditeurs allemands qui étaient directement sur place. Et ben, il y avait encore quand même malgré tout suffisamment à ce moment-là d'intérêt à se dire eh ben, on va quand même ouvrir un stand avec presque que des jeux en français, mais il y aura suffisamment, a priori, et le pari était gagnant, il y aura suffisamment de joueurs pour venir s'intéresser aux jeux en étant de langue française. Et c'est toujours le cas, même si en termes de quantité, ça l'est moins, mais en termes d'étendue, c'est de plus en plus international. Voilà, donc du coup, fort de ce renvoi, plus avec les réseaux, avec Internet, Trick Track et autres, on a participé à cet élan-là. C'est-à-dire qu'on a diffusé, je me souviens, Trick Track a dû être le premier site à diffuser des centaines de photos avant l'ouverture des postes, que le salon se déroule, on va dire, en 2 étapes. Il y a le mercredi, Voilà. c'est ouverture aux professionnels, les journalistes viennent, il y a une conférence, on remet le Dutch Spielepreis, Voilà, tout à fait. les gens expliquent à quel point le secteur est formidable, il y a des milliers de jeux qui sont présentés, etc. Il y a une ouverture d'un espace professionnel où tous les jeux sont exposés. On peut faire des photos, des vidéos, on peut interviewer les auteurs, les éditeurs. On a commencé à voir à un moment donné les stands d'ailleurs des jeux de plus en plus décorés à l'intérieur de l'espace journaliste pour attirer de plus en plus les journalistes. Et puis il y a l'ouverture au public, c'est le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là aussi, on a été chez Trick Track les premiers à diffuser des reportages vidéo. Et puis le jeu s'est répandu, il s'est répandu un petit peu partout. Aussi aux États-Unis, on a vu il y a quelques années l'arrivée de Board Game Geek, qui est notre pendant américain, qui sont arrivés pour faire eux aussi des vidéos. Et forcément, ils ont donné envie. Des éditeurs américains d'importance ont commencé eux aussi à venir s'installer, même s'il y en avait quelques-uns qui étaient là depuis le départ. Tout à fait. Puisque il y a des liens très forts. Par exemple, vous prenez Call of Catan, qui est le jeu qui a relancé le monde du jeu tel qu'il est là, le jeu moderne, comme on dit. C'était MyFair qui l'avait aux États-Unis il y a des années de ça, c'est terminé maintenant. Mais ils avaient des stands à Essen, c'est-à-dire tout petit stand de rien du tout. Et forcément, plus grand. Les Américains ont investi ça. Du coup, l'image du jeu s'est répandue un petit peu partout parce qu'il faut le savoir, dans le monde, il n'y a que 2 gros sites qui parlent de jeux. Il y a BGG pour les anglophones et Trick Track pour les francophones. Les francophones avaient envahi Essen. BGG arrivant et répandant la bonne parole, l'image des auteurs, des éditeurs, le plaisir à être là-bas, bah forcément, tous les anglophones allaient sur BGG, ils viennent tous. Maintenant, c'est pour ça que tu dis, c'est international. Il y a l'Australie, il y a le Japon, il y a la Chine, il y a la Corée. Taïwan, le Portugal, même en Europe. Non, mais tout à fait. Tout le monde y est. ISPA, c'est aussi visible dans la façon de communiquer. Cette façon de communiquer se creuse. L'espace, par exemple, l'espace presse a déménagé. Il est parti maintenant dans une salle en bas, dans les sous-sols, à côté de l'entrée sud de mémoire, parce qu'il n'y avait plus assez de place pour faire là où maintenant se tient le Deutsche Spielepreis. Et donc l'espace presse a encore grandi. Sur cet espace presse, on remarque 2 choses, je vais être beaucoup plus subjectif et assumer cette subjectivité. Je trouve avoir ressenti 2 choses. Une fracture entre les jeux dont la communication avait été pensée et fait partie d'un espèce de système et dont on a déjà entendu parler, et puis toute une frange de jeux qui arrivent généralement de très loin et dont personne, peu ou prou, n'en a entendu parler ou n'a communiqué dessus. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je parle d'un prisme, un petit peu déformant, entre guillemets, qui est le prisme Trick Track. J'imagine qu'à suivre des listes et des listes de nouveautés sur Essen, comme il y a pu y en avoir sur le forum Trick Track ou sur BGG, on peut trouver des petites informations et puis du coup aller se renseigner sur les sites des éditeurs, etc. Il n'empêche qu'en termes de proportion, il y a une tranche qui s'installe de plus en plus, un fossé qui s'installe, une fracture entre les jeux sur lesquels il y a eu une communication. Et on va le voir, même sur les jeux qui sont sur la table, il y a des jeux dont on avait déjà la Trick Track Télé et des jeux qui arrivent d'on ne sait trop où. Et ça se répercute ensuite dans le salon. On a encore ouvert de nouveaux halls. Il y avait plus de 70 000 mètres carrés. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi, 6, 7 halls différents ouverts, des plus grands aux plus petits. Et
on voit des enfilades dans certains halls. C'est un peu mieux organisé, ça circule un petit peu mieux, puisque l'année dernière, certains trouvaient qu'on était un petit peu au fond du fond, et donc du coup, on avait du mal à aller jusqu'au bout. Ça a été un petit peu moins vrai cette année. Il n'empêche que la surface est telle, et les enfilades de stands sont telles, qu'à un moment donné, on ne sait plus si on est passé à cet endroit-là, on ne sait plus si ces éditeurs-là, on en avait déjà entendu parler. Il y a bien évidemment Kickstarter, mais c'est un mélange assez énorme entre c'est un Kickstarter, oui, mais là, vous avez le droit de le prendre, c'est un de ceux qui sont finis. C'est un Kickstarter, oui, mais celui-là, il est prévu pour 2018. Normalement, on vous le montre, mais peut-être qu'on aura du retard, ça sera peut-être fin 2019. Et donc, du coup, entre des tout petits éditeurs avec une table, une équipe de 3 ou 4 personnes qui ont fait leur jeu, j'allais dire dans leur coin, mais ce n'est pas négatif. Ouais. C'est juste que ils y ont cru et eux aussi, ils veulent participer à toute cette euphorie-là. C'est-à-dire que ce que tu es en train de me raconter, est-ce que tu as des images là? Parce que je crois que vous avez ramené des images. On a ramené des images, oui, tout à fait. Une GoPro avec un stabilisateur pour vous promener. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir pendant qu'on parle. Parce que voir notre tronche, c'est bien. Ah, ben tiens, c'est en carré. Vous avez fait des images en carré, les garçons. C'est étonnant pour le monde moderne qui nous entoure. Ça, oui, c'est comme avant, en fait. C'est France 3, Région Centre, il y a 30 ans. Là, c'est Orléans. C'est Orléans, ouais. Donc, en fait, tiens, on connaît cette personne, membre du jury du jeu de l'année. Que fait-il? Ah ben, il a ça dans les mains. Il tente de voir ce que donne Charterstone. Donc, en gros, ce que tu es en train de m'expliquer là, c'est assez rigolo finalement. Hein. Je vous dis, moi, je n'y suis pas allé. Je l'ai suivi que de très loin. Et forcément, de très loin, on ne voit que ce qui est montrable à coup de moyens. C'est-à-dire qu'en gros, comme tout le monde, hein, Asmodée avait fait un live. La chaîne Twitch. Il a fait une scène Twitch. Donc, en fait, j'ai vu ce qui se passait sur le stand d'Asmodée. Ça brille de mille feux, comme un miroir de bordel, dirait l'autre. J'ai vu les trucs présentés chez BGG, qui sont, puisqu'il faut prendre rendez-vous avec eux, donc il y a une grande liste, donc 2-3 jeux. Liste d'attente. Voilà. Donc, on ne voit effectivement que les trucs qui pètent et qui en jettent. Et du coup, ce que tu me dis, c'est que, en fait, dans cette Essen moderne qui brillait de mille feux il y a 2-3 ans, serait en train de se réinstaller le Essen d'il y a 15 ans. C'est-à-dire en gros… En deux parties. C'est ça en gros. C'est assez bien. Bah, tu vois, j'y avais pas pensé. Oui, il suffit de rester chez soi pour penser à des trucs. Mais oui, non, mais c'est vrai. Le recul peut-être qui te permet de voir ça est quand même assez vrai. C'est-à-dire qu'il y a un double Essen, des grands halls avec des lumières fortes, des démonstrations, des écrans donc télé, avec de la démonstration, avec des écrans télé qui annoncent à quelle heure et qui est en train de venir pour signer, dédicacer. Des 10 mètres par 10 mètres avec des photos d'auteurs pour essayer de dire vous allez pouvoir même jouer avec eux. On a vu des stands sur des stands, il y a des endroits un petit peu délimités où c'est même plus pour y signer, c'est pour venir jouer au jeu avec l'auteur. Voilà. Et si vous avez été invité, vous pouvez venir jouer là. J'ai vu même un truc époustouflant, c'est des distributeurs de tickets comme à la Sécu pour pouvoir faire la queue, pour pouvoir aller… Oui, il y a des distributeurs. Il y a des gens qui ne sont même plus… Enfin, tu fais pas la queue. Ils ne sont pas animateurs. Ils sont pas animateurs. Leur objectif est de faire en sorte que ça se fluidifie sur le stand. Et donc, du coup, ils distribuent un ticket en disant et là, pour l'instant, c'est mort. Celui que vous avez, c'est à 10h30 vendredi. Donc, tu as ton ticket. Ce n'est pas la peine de rester avant vendredi 10h30. À 10h30, tu reviendras. Et la plupart du temps, il y a 1 heure de début et 1 heure de fin. Tu sais que tu auras le droit à 30, 40 minutes de jeu, que ta partie soit finie ou pas. La plupart du temps, là pour le coup, les explications, on sait aussi que parfois certaines explications sont difficiles parce que ce n'est pas dans la bonne langue, etc. Là, en l'occurrence, les explications sont un petit peu plus chiadées. Il n'empêche que tu sais que tu ne feras pas un jeu parce que derrière, il y a un autre ticket à 10h40 pour pouvoir suivre le jeu. Donc, ça existe aussi. Et à côté de ça, on a effectivement un autre Essen, un petit peu plus loin, un petit peu dans les halls. Pas underground, pas underground vraiment, parce que malgré tout, on sent que tout le monde a sa chance. Et puis, on sent surtout que les joueurs bougent, vont chercher un petit peu tout ça. Ton premier Essen date de quand, toi? Moi, c'est il y a 7 ans. Sur place. C'était mon 7e. Ouais. C'était mon 7e. Donc, après, avant, je le suivais sur TrickTrack, 2010, je regardais les photos. Ouais. Mais ça fait, oui, c'est ça, ça fait du 2010. 2010, laisse-moi me rappeler. Non, en 2010, on commençait déjà à avoir des gros stands avec des trucs qui pètent. Ça commençait, oui. Essen est quand même un marqueur au niveau du marketing et de la communication. C'est-à-dire que Essen, on a vu, je me souviens, avec les Repoprod, on a fait nos premiers Essen ensemble, on avait partagé avec Repoproduction, avec Thomas et Cédric, on avait partagé, je me souviens, le prix du stand. On avait pris un stand. TrickTrack, Repoprod, un truc qui n'était pas plus grand que cette table. Et je me souviens qu'il m'avait fabriqué une tête de Pouic que je dois toujours avoir. Elle est dans le garage. Elle est dans le garage. On aurait dû pour le mettre sur le stand, donc un truc découpé à la main, peint à la main. Eux, pareil, ils allaient faire leur truc Repoprod à la main. Et je me souviens même qu'ils m'avaient remboursé les 200 € que j'avais donnés pour le stand. Parce qu'en fait,
j'y avais jamais mis les pieds. Ouais. Et deux, ils avaient tellement été débordés qu'ils avaient pris tout l'espace. Ça, c'était les débuts des stands d'Essen, c'est-à-dire des trucs vraiment bricolés à la va-vite. Voilà. Et on a vu cette progression absolument immense. à la va-vite. Ah là, il m'a ramené. Il arrive là, regardez. Regardez. Ah, c'est les joies du direct. Ça Trick Track a eu une fois dans sa vie, Trick Track a eu un stand. La seule. Le seule fois où il a eu un stand, c'est trop grand, voilà, il est là. Voilà. Ça a dû être fait par Cédric ou Thomas de Repoprod. Hein. Et d'ailleurs, c'est le bâton d'origine. Hein. Là, il est tout plein de poussière. Ah, c'est joli, on va le mettre en permanence. Ouais, c'est le seul stand que Trick Track a eu là-bas. Et on a vu cette évolution au fur et à mesure de stands de plus en plus magnifiques parce que pour se démarquer, le jeu ne suffit plus. Exactement. Il faut avoir de la com, des panneaux. On a vu avec Mysterium, le stand, tu sais, qui mettait l'ambiance, etc. Et là, cette année, chez Asmodée, ils avaient fait ultra fort. Il y avait une espèce de rond central, j'ai vu ça sur les photos, l'image. Et là, ça qui fait jeu tournait vidéo. avec des images. Ça fait jeu vidéo. Ça fait jeu vidéo, y compris dans la communication visuelle, y compris dans la sonorisation, la façon de rendre vivante le stand. Là, on a un côté… Voilà, il le montre. Là, voilà, vous voyez, ça, c'est Asmodée. Il y avait un écran géant en cercle qui tournait. L'animation est magnifique, hein, ça fait un truc super fort. Ça claque. Ils avaient un stand avec Twitch. le truc d'enregistrement. Voilà, alors ça c'est impressionnant parce que en fait, a priori, ils ont eu un partenariat avec Twitch. Oui. Ce qui veut dire que ça a dû être mis en avant en promotion avec Twitch. Ça a été diffusé sur les réseaux sociaux et ça a fait un carton. Alors les chiffres, il faut faire attention, toujours pareil. Hein. Ils diffusaient pendant 9 heures, donc personne ne restait pendant 9 heures. Parce que je me souviens que Sébastien Dujardin disait ils m'ont impressionné, ils m'ont dit que demain 400 000 personnes allaient me voir. Non, ce n'est pas 400 000 personnes. D'un coup, en tout cas. En général, il y avait entre le matin, quand les Américains se réveillaient, il y avait plus de monde. Il y avait entre 500 et 3000 personnes qui regardaient en même temps le live sur la journée. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Mais… Au total, je crois qu'ils ont fait entre 500 et 1 million de vues, je dirais. J'y suis pas allé ce matin, j'aurais dû vérifier avant de balancer les chiffres. Mais ça a été assez bien vu. C'était extrêmement professionnel. Et contrairement à BGG, c'est là aussi on voit une fracture. C'est-à-dire que BGG, les mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont avec leur t-shirt, leur logo. C'est pas un logo BGG, mais truc de football américain, tout ça. C'est des ultra geeks qui parlent à des geeks. Là, c'était super pro. C'était une jeune demoiselle qu'on ne connaît pas. Toute bien. Elle avait une tête de présentatrice de météo, bien propre sur elle, qui faisait super bien le job. Et c'est effectivement la première réflexion qui m'est venue, moi, quand j'ai vu ça, et ce n'est pas les seuls à se modérer, hein, il y en a d'autres, c'est que je me suis dit, effectivement, on n'est pas loin du jeu vidéo, on n'est pas loin du salon de l'auto. Est-ce que dans 2, 3, 4, 5 ans, on va avoir droit à des petites hôtesses? On a pensé à la même chose. Moi, en tout cas, sur place, je me suis dit, et d'autres, je ne prétends pas détenir une primeur de quoi que ce soit, mais en tout cas, sur ces grands halls, sur ces grands stands où la communication et le visuel priment, où l'image et le son rentrent en ligne de compte pour donner de plus en plus d'attraction à leur jeu, pour se démarquer. L'objectif, c'est quand même bien de se démarquer. Et bien, du coup, puisqu'on est quasiment maintenant dans une foire, il y avait un stand… C'est une foire. Hein, c'est une foire. C'est déjà le cas. Dans le nom. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait quand même un espace. Alors, l'entre-soi, je me méfie de l'entre-soi, mais c'était quand même bien sympa. Il y avait des pots et puis le soir, on jouait aux hôtels. C'est toujours vrai. Mais il y a de plus en plus de monde et on ne se connaît pas tous. Donc, ce lien se distend un petit peu. Ça, c'est le vieux con qui parle ou certainement. Je l'assume. Moi, je l'assume totalement. Ça fait 3 ans que j'y vais plus pour ces raisons-là. En fait, j'ai senti arriver, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a donc 15-16 ans maintenant, quand je suis allé pour la première fois avec le MOPS, avec des paliers, etc., effectivement, on a vu cette transformation. Je vous le disais, on avait un stand au départ avec Thomas et Cédric. Voilà, on voyait tous les gens d'Asmodée, Marc, Croc, tout le monde était là, on se parlait tous, on se retrouvait le soir à l'hôtel à en jouer. Sauf que, tranquillement, doucement, on est allé vers la disparition de ce moment privilégié où on pouvait se rencontrer parce qu'il y a beaucoup de business à faire, il y a beaucoup de travail. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, les gens Thomas et Cédric animaient, je les prends parce que j'y pense là, parce que c'est une jolie… en fait, on connaît ces gens-là, voilà, c'est un fil, on les connaît depuis très longtemps, ils ont débuté sur Trick Track au départ, etc. Voilà. On ne les voit plus, ils animaient leur stand. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent plus, ils n'ont plus le temps. Donc, c'est des prestataires qui… Alors, au début, c'était des copains qui venaient animer. Voilà, des copains qui venaient, on les reconnaissait, salut, comment ça va, on se marrait. Les animateurs entre eux, il y avait un lien, c'est les animateurs qui revenaient d'année en année. C'est toujours un peu vrai, on n'est pas en train de dire que tout ça est fini, c'est pas ça. C'est toujours un peu vrai. Mais c'est en train de se transformer. Il y a des animateurs professionnels qui viennent. On a vu Mathieu Despnous, par exemple, qui, depuis 5 ou 6 ans maintenant, bien avant que… Il n'a plus de stand, il a juste une guérite
site fermé où il va Ouais. faire ses rendez-vous. Il découvre deux, trois plus que ça, des protos. Il signe des Il contrats. rencontre les auteurs, Voilà, à les l'étranger, etc. éditeurs, les Voilà. distributeurs. Mais en fait, on n'a plus. D'abord, il y a trop de monde parce qu'il y a de plus en plus Oui, d'éditeurs. il y a trop de Donc, monde. tu n'as plus assez de temps pour pouvoir parler à tes potes de tous les jours, aller faire des beuveries, bouffer au resto et discuter et refaire le monde, Discuter, puis jouer un petit peu. et jouer un petit peu. Là, tu n'as plus le temps. Et- Là, sincèrement, le jeudi, on a fait ces images que vous voyez là avec Germain. Le jeudi soir, je me dis, tu m'as envoyé à Essen pour rapporter un petit peu quelque chose. S'il n'y avait pas eu le lendemain, le jeudi soir, j'ai dit, il y a plein de jeux, tellement de jeux que c'est impossible de vous dire quoi que ce soit. À moins de se surspécialiser en disant, je vais faire les jeux de figues. Et puis, je vais faire tous les jeux de figues, je les repère, et puis j'en parlerai en sélectionnant 4-5 pour essayer de trouver la petite perle. Ou alors, je vais sélectionner les jeux japonais et je vais en faire. Mais de façon globale et générale, ça vient du monde entier. Australie, on l'a dit tout à l'heure, Taïwan. Il y a tellement, et de petits jusqu'au plus grand, que tu fais, bon, alors je m'installe à celui-là. Mince, ah oui, mais celui-là, ça ressemble à un jeu de ressources avec 10 ressources et des bâtiments qui permettent de transformer pour aller vers des points de victoire. Alors, du coup, c'est peut-être intéressant pour les nouveaux venus, mais j'en connais 40 comme ça. Et c'est pas pour se la péter. Genre, alors, peut-être qu'il y a un truc, mais il faudrait que je m'assoie pour le savoir. Et si je m'assois, ça va faire 60 minutes. La journée qui fait 8 heures. On n'y était que 2 jours. Même sur 4 jours, tu fais 8 heures, ça fait 8 jeux d'1 heure. Tu en as fait 4 fois 8, 32. Il y en a 1000 600. autres qui Ouais, il y en a t'attendent. 1000. Allez, 1000, on va dire 1000 nouveautés, grosso modo. Même si on démarre, allez, on en enlève encore un tiers, ça fait 600. Mais même 600, tu en as fait 30 sur 600. Et tu dis quoi du coup? À part dire, sur les 30, celui-là, celui-là, celui-là. Bon, donc c'est vrai que c'est international, difficile de voir tout le monde, difficile de voir tout. Par contre, ce qui reste quand même possible, parce que malgré tout, que ce soit du côté grandiloquent, il y a quand même de bonnes choses, il y a de très bons jeux, il y a des belles choses qui ont été faites. Et du côté un petit peu plus underground, là aussi, il y a de la créativité, il y a aussi des choses. Mais tout ça, étant donné qu'il y a des gens sur Essen, ils ont des rendez-vous toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures dans leur petite guérite, ils voient quelqu'un. Des professionnels. Des professionnels, j'entends. Pendant 4 jours, toutes les demi-heures, des petits déjeuners jusqu'au soir avec les dîners d'affaires. Donc, malgré tout, oui, ce côté business, on ne peut pas faire autrement que de le ressentir. Les gens sont toujours en rendez-vous, ils courent d'un point à l'autre. Voilà. Il y a toujours la frénésie d'achat, c'est vrai. C'est de la folie quand même. On a vu sur Facebook des photos et des photos à n'en plus savoir que faire avec des piles et des piles. Et Mais ça complexifie tout ça. Bien sûr, parce que du coup, tu dis quoi? Tu l'as acheté pourquoi? Et puis, les classements Fair Play sont toujours là. Le classement, le Geek Buzz est toujours là. C'est des classements certes, mais on sait qu'il y a un aspect géographique. Les joueurs qui viennent poser le bulletin pour voter, ils n'ont généralement pas traversé du salon du 8 jusqu'au 3 pour venir. Donc, il y a de grandes chances que dans un rayon de X kilomètres, le classement ici ait entendu parler de tel jeu, l'autre là-bas de tel autre jeu. Donc, ce qui fait que même ceux dont moi j'ai décidé de vous parler là, et je me suis limité, tu me couperas peut-être Fal si c'est trop long, mais je me suis limité à une trentaine, basée sur tout ce qui a été vu et entendu un petit peu à gauche et à droite, y compris par moi. C'est juste pour dire, oui, nous, ça sera cela. Mais si vous en avez d'autres repérés d'autres, c'est pas absolument pas impossible. D'accord, et donc je rebondis sur un commentaire que j'ai vu passer, parce que je vous le rappelle pour ceux qui le regardent en différé, nous sommes en live sur Facebook, donc je vois quelques commentaires passer. Quelqu'un disait, manifestement il y était, on entend moins parler français dans les couloirs, et tout ça semble normal, puisqu'en fait, il y a beaucoup plus de halls, avec beaucoup plus d'éditeurs venus du monde entier, donc les francophones se diluent. Surtout si vous allez dans les stands lointains, ceux où il y a des petits éditeurs. Et c'est pour ça qu'effectivement, l'analogie que je faisais tout à l'heure, il y a maintenant 10 bonnes minutes, est peut-être assez étonnante et rigolote de se dire qu'il y a l'Essen historique avec tous les petits qui sont devenus très gros, qui occupent maintenant une place qui est énorme avec de la communication en veux-tu, en voilà. Tous ces jeux, on sait déjà qu'ils sont là. Je ne sais plus, Otis a fait un carton. Comment il s'appelait le jeu Azul? Le jeu de plan B. 2000 boîtes. 2000 boîtes vendues sur 4 jours. Sur 4 jours sur allez, le salon. 500 boîtes par jour, c'est quand même pas rien. Ils ont beaucoup communiqué avant. Voilà. Et ce nouvel Essen, on va dire, cet autre visage. Voilà, c'est-à-dire que des gens qui découvrent de l'étranger qu'Essen existe viennent avec les mêmes intentions et les mêmes moyens que ceux qui découvraient Essen il y a 15 ou 20 ans. En gros, c'est ça. Sauf que tout ça mis ensemble fait que plus personne a le temps de quoi que ce soit. De réellement tout faire, tout dire. Donc, il y a plusieurs possibilités et je suis bien foutu de savoir ce que sera l'avenir. Mais quoi qu'il en soit, on sent clairement que l'objectif, il est de se détacher d'une façon ou d'une autre. Si Trick Track
si Trick Track décidait d'aller poser ses caméras, il se passerait certainement la même chose qui se passe pour BGG, c'est-à-dire une liste d'attente, parce que ça restait un moyen d'exister pendant un petit moment. On leur met 30 minutes. BGG, pour pouvoir passer à la vidéo sur le live, ils ont des petites mousses pour préparer le jeu en amont, pour pouvoir les enchaîner le plus vite possible, à coup d'une demi-heure. Donc, on prépare le jeu pendant qu'il y en a qui sont en train de tourner. On donne 2 boîtes de jeux pour payer entre guillemets BGG pour que ceux qui sont venus puissent repartir, etc. C'est pas anormal non plus, mais voilà, donc ça fait partie du truc pour avoir ce petit moment. Donc si on installait des caméras, mais une fois encore, on en ferait combien? 60, surtout après, on pourra en rediscuter dans une troisième partie de ce direct de débriefing. Ça pose aussi pas mal de problèmes parce que les lives Asmodée étaient d'un cran professionnel 10 fois au-dessus de ce que peut faire BGG ou ce que nous on peut faire. Et surtout eux, entre chaque live, ils passaient leur propre publicité qui était super méga chiadée. Je veux dire, c'était assez phénoménal. Et je pense qu'ils ont fait plus de monde que n'a pu le faire BGG ou que nous on aurait pu le faire parce que nous on n'est que francophones. Mais surtout que Asmodée, avec leur stand, ils parlaient en anglais et en allemand et ils ont fait des démonstrations. Ils avaient tous les auteurs qu'ils voulaient. Enfin, en tout cas, des jeux Asmodée qui distribuaient, parce que après c'est toujours pareil, c'est le plus gros distributeur de jeux dans le monde. Donc forcément, ils avaient. Alors, petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça, à tel point que on discutait, j'espère que cette anecdote, j'ai le droit de la raconter, mais on discutait avec le stand Funforge qui était du coup pas loin, juste à côté. Donc il était entre le gros stand là où il y avait l'écran rediffusion Twitch et tout, et puis un mur complet qui derrière cachait des stocks ou des bureaux avec des panneaux Asmodée. Puis du coup, ça faisait vraiment comme cette image avec les 2 immeubles et une espèce de petite maison. Et puis à New York, une petite maison au milieu. Et puis les gens qui arrivent en disant « Ah, ça y est, vous avez été racheté par Asmodée ?» Mais non, alors c'est vrai, oui, c'est vrai. Asmodée, il y en a partout et dans tous les halls. Il a débordé du hall 3 parce que de toute façon, il n'y avait pas suffisamment de place. Il y a des shops Asmodée un peu partout dans tous les halls. Et sur certains, il y avait même une queue pour pouvoir y rentrer. Certains sur le forum de Trick Track le disent en disant « voilà, ok, c'est bon, l'année prochaine, je le saurai. Il me faut 1 heure pour rentrer dans le hall. » Donc, il y a des trucs de fou. Et à côté de ça, il y a des jeux qui étaient en précommande. Je pense au jeu de Pandasaurus. En précommande, il y en avait quelques-uns. Nous y sommes allés avec Germain le jeudi à 10h30, 11h. C'était sold out. Alors, oui, peut-être comme Gen Con, certains sont un petit peu organisés pour buzzer et tout. Donc, il restait des boîtes. On arrivait et non, c'est pour les précommandes. Donc, ceux qui ont précommandé, il n'y en avait pas assez. Et eux avaient un tout petit stand. Donc, voilà, ok. Mais du coup, tu te dis, je voulais y jouer. Il y avait à peine une table pour les poser dessus, puisqu'il y avait tellement de place de prise par les boîtes que tu peux difficilement. Et puis du coup, t'attends, tu sais que tu pourras pas repartir avec. Tu te dis tant pis, j'y jouerai peut-être un petit peu plus tard. Enfin bref. Au final, il y a le côté, je l'ai précommandé, j'y l'ai acheté, et donc en fait, je suis venu juste pour le récupérer. Alors, je suis juste venu pour récupérer une boîte. C'est une analyse rigolote puisque je la faisais avant qu'Essen arrive et j'ai dû le verbaliser auprès de 3 ou 4 qui étaient venus avant de partir à Essen par rapport à ces précommandes via Essen. Et je disais, il n'y a aucune raison que le futur des prochaines années qui arrivent là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais il n'y a aucune raison que quand on précommande, avant Essen, on ne puisse pas choisir de se le faire livrer chez soi. Non. Parce qu'effectivement, un éditeur qui te dit, précommandez mon jeu pour Essen, il dit, j'en ai 1000 boîtes. Parce que moi, j'ai vu, dès que tu as mis les précommandes sur Trick Track, des éditeurs ont fait leur pub pour leur précommande. Tu as des gens dans le forum qui disaient est-ce que quelqu'un va à Essen et peut me ramener ma précommande? Est-ce que quelqu'un va à Essen et peut me ramener mon jeu que j'ai payé prêt à l'avance? Ce qu'on appelle une mule. Ce qu'on appelle une mule, la mule essénienne. Il n'y a aucune raison qu'un éditeur se prive de faire sa précommande et de directement l'envoyer chez la personne qui l'a précommandé. D'autant que ça résout plusieurs problèmes. D'abord, ça augmente le nombre de ventes qu'il va pouvoir faire, potentiellement. Et surtout pour les mecs qui y vont, ils n'ont pas à aller faire la queue. Ils n'ont pas à remplir la bagnole avec un jeu qu'ils savent qu'ils vont avoir. Donc vous allez voir, je vous parie un Tex-Mex qu'un jour ou l'autre, et dans pas si longtemps que ça, quand vous allez passer vos précommandes pour Essen, vous pourrez vous faire livrer chez vous. Alors du coup, par contre, ce qui reste vrai, on parle d'un domaine dans lequel il y a encore beaucoup de passionnés. Il y a des passionnés réellement du côté des joueurs. Il y en a certainement encore, on l'a dit maintenant avec ce double visage. C'est très business, il y a quand même des passionnés derrière. Mais il y a des gens qui, quoi qu'il en soit,
et que ça leur coûte X de plus ou pas, il y aura le plaisir de se retrouver pendant 4 jours dans des halls qui sentent la currywurst, mais en ayant l'impression de faire partie d'un grand groupe de gens qui partagent des trucs, en s'asseyant à une table pour essayer un truc dont on n'a jamais entendu parler, avec un Allemand, un Australien et puis un Autrichien, et puis commencer une partie en franglallemand, et puis peu importe, ça sera pour il y aura toujours ce côté plaisir. De toute façon, Essen, c'est un peu comme le pèlerinage, il faut le faire une fois dans sa vie. Au minimum, tu es joueur, tu aimes le jeu de société, à l'heure actuelle en tout cas, il faut y aller une fois dans sa vie. Moi je sais que j'en ai eu marre d'y aller il y a 3-4 ans. Ce que tu me racontes sur cette évolution avec tes petits éditeurs, ça me donnerait envie d'y retourner plus ou moins. Pour les mais je viens de lire quelqu'un qui me dit, mais pourquoi pas se spécialiser justement dans ces petits éditeurs. Mais oui, mais ça au niveau entrepreneurial, on va dire, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'encore une fois, aller à Essen, ça a un coût. En tout cas, pour Trick Track, par exemple, on va parler de notre exemple à nous, aller à Essen a un coût. Ça, parce que nous sommes une entreprise. Ça veut dire il faut payer le voyage, l'aller, le retour, l'hôtel, en plus… La nourriture. La nourriture, oui, il faut que tu passes notre frais. Il y a la nourriture. J'attendais pour te dire. Il y a au moins un jour ou deux de récupération. Et puis il y a les salaires, parce qu'une fois que tu es là-bas, tu travailles, donc il y a le salaire. Donc ça coûte cher, ça coûte très cher. À Essen, Trick Track, il y a tout fait. On a fait le voyage le moins cher possible. J'y suis allé en 24 heures avec un appareil photo, un machin, un matériel de fou. J'ai fait des photos, j'ai fait des vidéos, tout ce que je peux, en dormant quasiment sur la banquette arrière d'une voiture pour que ça coûte le moins cher possible. Et on a fait un Essen, on y est allé une année avec toute l'équipe, on était 5. On a amené les ordinateurs, ça nous a coûté 5 ou 6 000 euros. C'est d'ailleurs la seule année où tu as fait plein de vidéos sur place. Parce que sinon, il ne faut pas penser que vous y étiez pour faire des images tout le temps. Il y a une seule année où vous avez une grosse année vidéo. Et donc, vidéo. Tout ça a un énorme coût. Et le problème, c'est que quand vous vous focalisez sur des petits éditeurs avec des petits jeux dont personne n'a entendu parler, vous êtes face à quoi comme problème? Il va falloir choisir. Parce que des petits éditeurs, il doit y en avoir au moins 100 ou 200. Facile. Minimum 200. Minimum. En tout cas, maintenant, de plus en plus. Savoir si un jeu est bon ou pas bon, pour vous en parler, c'est au minimum 30 minutes, 1 heure. Parce qu'il faut discuter avec les gens, voir ce qu'on peut raconter, il faut découvrir le jeu, voir comment il marche, faire les images, respirer un petit peu. Donc, vous pouvez en faire 6 par jour, 7 par jour. Oui. Ça fait 28, ça fait 50 jeux, 50 jeux en 4 maximum. jours. Et vous êtes épuisé. Et sur ces 50 jeux, à votre avis, combien valent vraiment le coup? C'est ça. Ça veut dire que vous avez dépensé de l'énergie, une fortune. Et pendant ce temps-là, c'est con à dire, hein, mais dans les jeux qui brillent, il y a plein de jeux super intéressants. Il y en a aussi des biens. Et c'est dommage de les éviter, d'autant qu'eux, ils ont de l'argent pour la com et tout ça. Donc, comment on se rémunère quand on va courir les petits trucs? C'est un paradoxe parce que du coup, les jeux sont bons de façon globale, les jeux sont bons. Certains vont malheureusement, on peut regarder Essen 2016, même dans les classements Fairplay, Geekbuzz, dans le forum Trick Track, ceux dont on a un petit peu parlé et tout, combien sont-ils restés? Très peu, comme tous les ans. Sur Essen, je parle de Essen, parce que pour le reste des jeux, c'est la même chose. Mais sur Essen, combien sont-ils restés? Combien resteront encore cette année? On en a ramené. Alors, on va peut-être en parler, on reviendra sur les discussions, parce qu'on a beaucoup parlé d'avant-après. Je ne sais pas depuis combien de temps on parle, ça fait au moins déjà une demi-heure. Donc, vous l'avez compris, Essen, c'est à la fois bien, c'est à la fois pas bien, c'est plein de bonnes perspectives, c'est plein de mauvaises perspectives. On se demande dans quel sens ça va, surtout que peut-être qu'on en parlera à la fin, où on est le milieu du jeu, des rumeurs, des discussions, tout ça, parce que c'est un secteur en pleine révolution et ça ne fait que commencer. Certainement. Croyez-moi. On va donc déjà parler des jeux et on reviendra après à des discussions annexes à côté. Alors, ici, il y a des boîtes. Oui. Ça confirme ce qu'on disait aussi juste avant. Il y en a quelques-uns, on savait tout avant. Tout ça là. Tout ça. Il y avait Trick Track TV en ligne. On sait, on connaît tout sur tout. Puis il y a des petits trucs nouveaux. Majesty, on l'avait fait. Il y a des petits trucs nouveaux. Gob Zeroes, Kickstarter et tout. Les grandes tendances. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, mais on est quand même un petit peu aussi là. Enfin, j'espère qu'on est un petit peu là aussi pour ça. Les illustrations, on en a parlé sur le côté visuel des stands. Les illustrations des jeux. Je trouve, en tout cas à Essen, cette année, en regardant juste un petit peu les jeux devant, sans forcément s'arrêter, les illustrations prennent de plus en plus de chemins différents. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit moment, les jeux un petit peu, on va dire, French Touch, Yellow, Asmodee, RepoProd, etc., Purple Brain & Co. On avait des illustrations
on va dire un petit peu avec des artistes. Ça a été le moment où les artistes illustrateurs étaient de plus en plus reconnus du coup dans leur travail. Mais ils étaient une poignée. Ils étaient, voilà. Donc, c'est toujours les mêmes. Et ben justement, c'est en train de s'ouvrir de plus en plus et tous, y compris ceux que j'ai cités auparavant, recherchent de plus en plus à se démarquer. C'est une autre façon de se démarquer avec des illustrations un petit peu particulières. Alors, allez voir par exemple le décrypto de Scorpion Masqué. C'est pas forcément d'ailleurs que des petits éditeurs qui se disent bon bah moi j'ai que ça, donc je vais essayer. Non, même Scorpion Masqué, Christian Lemay a fait un travail sur la boîte de décrypto. Vraiment une recherche très très forte, direction artistique Co. Bunny Farm, Harvest Island, Fruity di Mare, avec des traits plus enfantins, même un peu underground, arty. Voilà, il y a une vraie recherche pour exister sur les illustrations. L'autre petite tendance, mais bon, ça fait un petit moment qu'on en parle, même à Trick Track avec toi par rapport à Mashup, le jeu de rôle et tout, c'est le narratif. Qui est de plus en plus présent. De plus en plus présent dans les jeux. On a même vu des jeux, alors avec les sorties Escape Room, je vois Exit ici à l'écran, mais il y a d'autres jeux avec des histoires où il faut essayer de sortir, faire un scénario, etc. Mais même des jeux plus classiques de première apparence, on a vu un jeu de cartes, un jeu d'affrontement avec des cartes, et dans la boîte, il y a 7 chapitres ou 10 chapitres, peu importe, ce sont des enveloppes. Et sur le coup, je fais, ah bah tiens, c'est super intéressant, ça m'intéresse d'aller voir un petit peu plus loin dans l'histoire. Donc sur l'enveloppe, il y a un petit paragraphe narratif, et puis dedans, juste des nouvelles cartes. Mais malgré tout, ça donne un sentiment de découvrir des choses. Il y a le côté un petit peu Kinder Surprise aussi, on découvre des nouveaux trucs, et qu'est-ce qu'il y a dans ces… Donc forcément, la curiosité, et puis du coup, tu tentes, tu refais la partie, ah oui, c'est un petit peu changé. On en avait parlé avec le jeu de Harry Potter, Hogwarts Battle, où effectivement, on découvre des nouvelles choses sans que ça ne révolutionne le jeu à chaque fois, mais n'empêche que malgré tout, ça marche bien, parce que ça nous entraîne dans l'aventure, ça nous entraîne dans l'histoire, et du coup, on y joue, on y rejoue aussi. C'est, outre la communication, une autre façon du coup d'essayer de faire jouer à ces jeux, de se démarquer. Il n'y a pas très très longtemps, Nadine, pour la citer, qui s'occupe du Festival de Cannes, me demandait de faire un petit récap des tendances actuelles pour un truc de presse, enfin peu importe. Et elle me demandait d'écrire les tendances et je lui expliquais qu'une des tendances actuelles, c'était ça, c'était le côté vivre un truc unique, un truc un peu exceptionnel qui était à toi, qui t'appartenait et qui faisait en sorte que le jeu, ce qui allait devenir important maintenant, c'était de décider avec qui tu allais jouer. C'est-à-dire qu'on revient au centre de ce qu'est le jeu, c'est l'humain, c'est je joue non pas pour le jeu, moi je le répète depuis des années, je joue pour les gens qui sont avec moi autour de la table, sauf que là, on arrive maintenant à des jeux où je sais que je vais devoir vivre un truc exceptionnel, je vais devoir choisir les gens oui, avec qui je vais jouer, c'est ça. Je ne rejouerai pas avec d'autres. C'est ça. Et donc, voilà. Je ne choisis pas que le jeu, je vais choisir les gens. Et le moment, voilà, le moment que je vais passer. Comme je ne peux pas tout faire, il y en a trop, il faut que mon moment, il soit waouh. Et donc, du coup, je choisis le jeu, je choisis les gens avec qui je vis et ça va me faire vivre une aventure qui sera peut-être à nul autre pareil parce que je n'ai pas forcément le temps de tout faire. Et c'est surtout pas con comme tendance dans la mesure où on l'a constaté. Tout à l'heure, tu disais, on a vu sur Facebook des gens qui ramenaient des valises de jeux, 80 jeux, 90 jeux. Et voilà, c'est juste monstrueux d'avoir 134 dans la voiture. Ouais, on a ça, vu Geeklet, un petit clin d'œil. Le truc, c'est, mais t'es parti pour faire quoi, mon gars? Ou inclusive, comment on dit fille, ma girl, je sais pas comment on dit. Tu vas, parce que l'inclusive c'est compliqué maintenant, donc pas que les garçons qui jouent. Non. Tu vas jouer à quoi? Une fois par jeu? Peut-être. Donc la tendance elle est là, maintenant avant ça paraissait complètement affolant de jouer que 3 parties d'un jeu et de passer à un autre, mais maintenant c'est devenu naturel et donc du coup il n'y a plus aucun problème avec ces jeux où tu vas jouer une fois, tu t'en fous parce que de toute façon, même un jeu comme ça, tu y joueras qu'une fois, de toute façon. Donc ça change rien. Voilà. Donc bientôt on aura un jeu blanc. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, ce sera à découvrir, peut-être. Ce sera à découvrir, on mettra un numéro. Oui. Et les gens vas-y, je te jure, c'est génial. Peut-être. Et tu iras le chercher, tu ne sais pas de quoi il est question et tu le déballeras. Voilà. Peut-être. Donc ce narratif-là est présent, l'illustration, bien évidemment le matériel. Là, tout augmente. Voilà, Rescue Polar Bear, il y a des petits jeux. Voilà, c'est un petit jeu coopératif dont Harry Cover avait fait un article juste avant. Et voilà, même un article sur Trick Track peut amener à dire ah bah tiens, je vais aller y jeter un coup d'œil. Donc la communication, bien évidemment importante. Et donc dedans, il y a des petits ours en presque bakélite. Et ils sont. il y a carrément des petits bateaux à monter en 3D. Et donc, tu as les petits sachets avec les petits ours qui sont là-dedans. Regarde. Ah ouais, d'accord. Les petits
ours tout mimi de 3 tailles différentes. Donc, bah oui, forcément, ça fait causer. Ça permet d'aller voir et de s'y projeter un peu plus facile. Tu vois, ils sont lourds, on les tient bien. Non, c'est joli. Bon, et encore, je ne parle pas des figurines. Le nombre de stands sur lesquels il y a des pions de luxe, je n'ai rien, je ne suis pas en train de critiquer cet effet-là. C'est bien évidemment plus sympathique de jouer avec des figurines qui ont de la gueule qu'avec un punch peut-être tout plat. Quoi qu'il en soit, ça fait partie des choses qui permettent de se démarquer. Et des tables sur lesquelles il y a des figurines, il y en a énormément. Alors, pas que pour des jeux de figurines, de fait, hein, juste pour des pions de luxe, et ce n'est une fois encore pas méchant. La figurine se taille une bonne part. Games Workshop était là avec chez The Spear en jeu. Écoute, on a même vu Ninjago de Lego. Il y avait un stand de Lego Ninjago. Alors, si ça se trouve, ça devient jouet aussi. Bref, je n'en sais rien. Et on avait même, pour te dire à quel point ça fait un petit peu la foire, des petits automassants. Il y avait un stand qui a été pris là. Je ne sais pas d'où, dit quoi, dit qu'est-ce. Automassant, donc tu te mets un petit truc. C'est pas un jeu, ça? Bah non, mais tu vois, c'était pour se détendre. Oui, c'est normal, mais ça fait des années que c'est comme ça la Gen Con. Avant, il y avait un hall. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Oui, Germain? Oui, il y a du massage partout. Mais ça, c'est normal. Il y a fut un temps à la Toy Fair, enfin à Essen, où il y avait un espace pour les enfants avec des trucs gonflables. Plus tu t'enfonçais dans le la Galeria, c'est toujours le cas. Voilà, la Galeria, machin, des vendeurs de trucs d'avions en papier qui faisaient des tours avec un petit moteur dedans. Il est toujours là, le mec. Hein. Et l'espace comics aussi. L'espace comics. Parce que c'est en même temps, il y a jeu de rôle grandeur nature. Donc un peu moins et puis un petit peu repoussé, etc. Mais il n'y a pas de souci, c'est toujours là. Donc voilà, les tendances sont à cette amélioration et à trouver un moyen pour exister au-delà des autres. Il y a eu un moment, c'était Japan Brown, ils étaient sold out. Ça l'est encore, mais un petit peu moins. Les gens sont passés un petit peu à d'autres jeux. Et alors du coup, sur les jeux… Alors sur les jeux, vous avez eu quoi? Alors, le temps, parce que là je vois des jeux, on les a déjà vus ici. Alors il y en a certains qu'on a déjà vus. On peut en reparler ici, non? Sur les Queen Games. Non, pas forcément. Mais il y en a qui ont, en tout cas j'ai noté quelques-uns qui ont un petit peu buzzé malgré tout. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a par exemple, Sweet November avec son Seeders Exodus a plutôt bien marché. Alors on l'a pas parce qu'il est pas on l'a pas. Il est pas encore là. La Trick Track Télé a été faite en amont. Donc il y a un an. Il y a plus d'un an avec un proto. Mais il était là sur le salon et ça marchait très très bien. Azul, on l'a dit, Plan B a bien fonctionné. Alors attends, avant pour cette histoire de fonctionner, pas fonctionner. Est-ce que tu as discuté des chiffres? Ça veut dire quoi, bien fonctionner? Non. Parce que là, Azul, c'est 2000 boîtes sur place. Sur place. Ça, c'est les chiffres qu'on a vu passer. Voilà. Et puis, donc, effectivement, ça fait partie de ces choses dans le salon qui s'échangent parce que tu en vois dans les sacs des gens, tu te dis ça doit être bien et tu vas voir. Donc, les jeux dont je parle ici, c'est un mélange entre les listes qui ont été faites par les gens qui les ont ramenées, les classements Fairplay ou Geekbuzz, et puis sur place, les échanges de « Ah bah tu devrais regarder, va voir regarder ça ». Donc Seeder, ça sent bon. Seeder, ça a bien plu. Azul aussi. Polar Bears, du coup, a fait son petit effet. Clan of Caledonia. Alors, Clan of Caledonia, c'est une équipe chez Karma Games qui se rapproche de Terra Mystica. Pas forcément dans le jeu en lui-même. Donc, Terra Mystica a cartonné. C'était avec Extension & Co. Le rapprochement se fait sur le fait qu'on joue sur un plateau avec un plateau un peu peuple, entre guillemets, et que quand on pose quelque chose, ça nous permet de libérer des ressources qui sont sur le plateau. Le rapprochement peut se faire. En tout cas, Clan of Caledonia fait partie de ça en disant pour ceux qui aiment bien les gros jeux, ça mal à la tête, de gestion. On peut y aller. Gaia Project, qui du coup est un jeu qui aussi se joue limite un petit peu en campagne, et certains le comparent aussi à Terra Mystica, a beaucoup fait parler de lui, grosse boîte, du scientifique, n'importe quoi, de la science-fiction, donc un presque 4X, mais pas vraiment. Alors Altiplano, Orléans, c'est le papa d'Orléans. Le papa d'Orléans, c'est Monsieur Rainer Stockhausen. Voilà. Donc c'est chez DLP, un back building Orléans. Donc ça marche aussi, le back building continue. Il a fait Altiplano et ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Une petite tendance aussi, c'est il y a des nouveaux joueurs, il faut qu'on leur fasse découvrir les cartons de l'ancien temps, si je peux me permettre aussi. Donc du coup, des rééditions ou des rééditions de luxe, on les voit des fois d'ailleurs passer à Trick Track. Les Kika et autres. Voilà, ça a son petit effet. Donc Altiplano. Majesty, on l'avait eu, c'est le nouveau Hansim Gluck, Marc-André, ça arrivera via Asmodée, puisque normalement c'était Philosophia, mais maintenant c'est racheté, donc ça arrivera aussi, et ça a fait causer. Noria chez Pegasus, donc on ne l'a pas sur la table, parce que on ne va pas demander, ils nous ont
pas Non, laisser nous, de on boîte, demande pas. on ne demande pas et voilà. Donc du coup, peut-être que ça arriverait en français. Noria, c'est un jeu avec un système entre guillemets à la 10 de chute. Je ne sais pas si tu te souviens Oui. de ce petit jeu. Tu tournais des trucs là. Et Ouais, puis, tu tournais et tout. Et ben voilà, là du coup, tu insères des petits jetons dans ta triple roue et tu fais tourner les petits trous pour pouvoir faire les actions. Et donc du coup, bah, ça a titillé. Les sabliers et les dés continuent de bien fonctionner. On a vu des sabliers pour des jeux en temps réel ou des dés un petit peu partout, avec soit le côté push your luck, je lance et puis j'essaye de faire vivre parce que c'est plus party game, ou jeu un petit peu plus réflexion, où tu utilises les dés parce qu'il y a un petit peu de est-ce que je vais avoir de la chance, mais j'ai tout le matos pour Le hasard raisonné. Le hasard raisonné, exactement. Donc du coup, Noria, on l'a dit, Agra, le plateau est tellement grand, donc j'avais pareil, jeu à l'allemande, Agra, le plateau est tellement grand que la piste sur laquelle il y a des petits bonus, elle est inclinée pour que tous les joueurs puissent la voir de loin. Ah, ok. Alors, Mais ça, on arrive dans la démesure. Ah bah oui, parce qu'il faut se démarquer. Donc dans les jeux salade de points, il y en a beaucoup. Certainement que la sélection du Diamant d'Or nous amènera les meilleurs de ceux qui auront joué. Mais il y en a beaucoup. Mais donc du coup, pour se démarquer, tu fais comment? Tu rajoutes 4-5 ressources et puis 3 chaînes de bâtiments pour passer de l'une à l'autre et de l'autre à l'autre. Et avec des plateaux, avec des flèches pour dire que là, tu passes de là à ici. Alors mais moi, c'est là qu'ils me perdent. Moi, ils m'ont perdu. Là, ils m'ont perdu. Au bout d'un moment, c'est trop. On a parlé des Kickstarter, alors, il y en a qui arrivent. Donc, par exemple, Petrichor, c'est un jeu un petit peu particulier puisque du coup, tu joues dans des coupelles qui représentent des nuages avec des petites billes japonaises dedans. C'est des nuages, il va falloir pleuvoir sur le plateau qui est un petit peu modulable. Il va falloir pleuvoir. Il faut qu'il pleuve. Il va falloir pleuvoir. Donc, tu as le nuage, donc il va falloir pleuvoir. Tu vas déplacer ton nuage qui est un petit peu en 3D. Donc, pareil, une façon de se démarquer, un matériel un petit peu. Les premiers protos étaient directement posés. Bah oui, mais posé, voilà. Hop, tu mets ton nuage et tout de suite tu fais ah c'est super cool, je vais faire tomber ma petite pierre comme s'il pleuvait réellement. Donc voilà, des façons de se démarquer aussi. Merlin, c'est Stefan Feld, donc il a fait causer, mais c'est Feld. Il y a eu la même chose sur Kisling. Tu vois, on a parlé d'Azul, mais Riverboat chez Lookout Games. C'est pareil, c'est un jeu qui fait envie. J'attends, ça sera peut-être Atalia, ça sera peut-être normalement Lookout, c'est peut-être Funforge. Donc du coup, Kisling, je me dis mince, oui, j'aimerais effectivement quand même bien y jouer. Tu feras une liste avec les noms des jeux et les noms des auteurs parce que là, tu vois, les gens ils vont pas pouvoir noter. Ouais, mais ou alors un petit article. D'accord, ok, je ferai. Ça sert à rien de montrer les boîtes. Je ferai un petit article avec les gens, ils n'ont pas le temps de noter là, tu vois. Raja of the Gange. Même Ur and Fred qui. Tu t'arrêtes de me parler comme ça. D'accord. Non, mais ta phrase, Raja of the Grand, mais c'est une French. Ur and Friends. Okay. Les huches. Ah, d'accord, c'est le nom de l'éditeur. C'est le nom de l'éditeur. Ben voilà, ça a fait causer. Lancelot, bon sang, je ne m'attendais pas à ça. Alors, Whiskid a accueilli Zev Slashinger qui est avant chez Z-Man Game. Okay. Donc Zlev, Z-Man, américain, etc., passé chez Whiskid. Et bim, on voit arriver Lancelot, qui est du papa de Vulgari Eloquentia, qui est quand même un jeu qui a fait causer en son temps, en tout cas sur les jeux un petit peu brainy, Mario Papini. Et on voit arriver chez Whiskid Lancelot, un jeu typé dans sa représentation et dans la façon d'y jouer à l'allemande. C'est un éditeur américain. C'est la preuve que les choses sont en train complètement de s'interpénétrer, Sachant que Whiskey a annoncé travailler maintenant avec Games Workshop Warhammer. Aussi, pour faire un jeu de dés qui certainement sera un Warhammer jeu de dés comme on a eu avec les Marvel et les Donjons et Dragons. Donc oui, ça devient de plus en plus des espèces de grandes toiles et des marchés et des auteurs qui se prêtent, se passent les uns vers les autres, etc. Oui, je vous ai parlé du temps réel tout à l'heure. On a Kitchen Rush où tu joues avec des sabliers parce qu'il faut que tu fasses la cuisine, tu es dans le restaurant. Donc tu fais cuire ton steak, tu retournes le sablier, le temps qu'il se dit hop, sauf qu'il ne faut pas le laisser cramer. Donc pendant X minutes, tu es là comme un dingue à courir autour de la cuisine. Donc ça, c'est chez Artipia. Ça marchait, ça. Ouais, ça titille parce qu'il y a du matos, parce que le mec était avec sa toque, parce que ça avait l'air de courir. Voilà, forcément, ça. Tu me vends du rêve. Pas trop Moi, ça m'a fait rêver. Moi, j'ai envie d'essayer. Ah bah oui. Ah bah évidemment. J'étais en train de me dire, tiens, j'irais bien essayer l'année prochaine et là… Tout d'un coup, moi… Non, t'inquiète. Bien sûr. Un autre exemple de jeu où le propos du jeu, la façon dont il a été illustré et malgré tout le jeu en lui-même se mélange pour essayer de faire causer, c'est Petrol Oil, c'est chez Two Tomatoes. Donc c'est un jeu où il faut aller chercher du pétrole, mais en même temps il faut évoluer vers les énergies vertes parce que polluer, c'est pas super bien.
Peak Oil, pardon, j'ai fourché, excuse-moi Germain. Peak Oil, mais le problème c'est que forer du pétrole, ça rapporte quand même un max de thunes. Et puis comme ça, donc ça reste très cynique parce que très proche de peut-être ce qui peut se passer. Et en même temps, tu joues avec un espèce de malaise en disant ouais, donc ça veut dire que si peut-être j'étais à la tête d'une boîte pétrolière, je ferais n'importe quoi parce que j'essaye quand même de pouvoir gagner et puis fuck la planète. Bref, du coup, ça titille un petit peu et ça fait causer. Je repense aussi, je ne l'ai pas noté, au jeu Kamasutra de Bruno Feduti. Bon, le mec est déguisé en nonne avec des tatouages partout et tout, avec des ballons gonflés puisqu'il faut faire des positions du Kamasutra. Ça, c'est sur Essen. C'est le stand, ça. C'est sur le stand. Oui, sur le stand, le mec était là avec son petit stand et tout. Non, mais dans la boîte, il y a les ballons pour péter en faisant des positions du Kamasutra. C'est un petit peu le but du jeu. Heaven and Ale chez Eggertspiel, pareil, gros jeu à l'allemande. Avec, on a l'impression, du thème plus qu'il n'y en aurait eu dans les jeux à l'allemande. Il faut reprendre un petit monastère pour brasser de la bière. Donc c'est bien les trucs de l'esprit, mais bon, brasser de la bière, c'est ce qui rapporte de l'argent. Donc je vais gérer mes ressources, mais c'est quand même peut-être plus intéressant de faire de la bière que de faire mon monastère. Bref, ça fait causer aussi. J'y suis presque. La réalité augmentée arrive. Alors, chez Lucky Duck Game, on nous a présenté Chronicle of Crime. Donc tu prends ton téléphone, sur lequel s'installe un petit truc un peu légèrement carton et tout, que tu mets pour regarder. Et en gros, tu arrives sur la scène du crime. Et la scène du crime, tu allumes ton smartphone et tu regardes. Donc, tu tournes la tête. Au fur et à mesure où tu tournes la tête, tu vois les différents éléments. Tu t'approches, tu te recules, tu essaies de choper tous les éléments et tu donnes tous ces éléments à ton pote pour essayer de résoudre la scène du crime. Donc, tu dis, ah tiens, ouais, ça doit être sympa d'avoir une espèce de mise en perspective réelle du truc. U-Boat chez Phalanx, c'est un jeu, on croirait, pas les aventuriers du rail, on croirait le jeu avec le train, ça Colt Express, mais avec un sous-marin. Sous-marin, plusieurs étages, des petites figurines qui se baladent dans le sous-marin et tout. Et ton téléphone, c'est ton périscope. Donc ça veut dire que tu joues, et les parties peuvent s'enchaîner aussi, tu joues et tu remontes le périscope, tu prends ton téléphone, tu fais comme ça, mer calme, oh merde, un destroyer juste là-bas, en plongée, tu joues, enfin, bon, ça titille, enfin moi en tout cas, moi ça pas toi non, mais j'ai perdu mon âme d'enfant la semaine dernière. Aïe aïe aïe, Renegade, alors Renegade j'en parle, pourquoi? Parce que Klonk a fait beaucoup de bruit, c'est un jeu où il ne faut pas faire de bruit sinon le dragon il nous bouffe, donc Klonk a continué de bien marcher, ils ont fait Klonk Espace et ça tombe bien, Renegade France a déclaré son ouverture il n'y a pas très longtemps avec une équipe assez proche de Games. Renegade France va venir à Trick Track parler des jeux. Bon très bien, allons-y. Allons-y, sans aucun problème. Comme quoi, c'est peut-être pas, ça valait pas le coup d'y aller, mais quand même si, parce que du coup, effectivement, on en a bien entendu parler et ils vont revenir pour nous en parler. Qu'est-ce que j'ai manqué? Parce que là, j'en ai déjà dit un bon paquet. Ne vous inquiétez pas, il en reste plus beaucoup. Alors, Charterstone. Ah voilà, alors celui-là j'en ai vu, j'ai vu pas mal de gens qui le postaient parce que mon fil Facebook est quand même à 45% fréquenté par des gens qui font du jeu. Donc j'ai vu plein de photos de gens dans la voiture, de gens dans les trains, dans les aéroports et il y en a pas mal qui avaient ça. Bah oui. Voilà, alors la boîte est jolie. Pourquoi? James Stegmeyer, c'est le papa de Scythe. Donc forcément, quand on est le papa de Scythe, on s'y arrête parce que Scythe, on a beaucoup aimé. Ouais. Et puis quand on voit Legacy, alors construction, c'est vrai, on construit un village, mais en fait, c'est un jeu de gestion de ressources. Ouais. Et alors, c'est pas un KS, ça. C'est pas un KS. Parce que la boîte, elle fait 12 kilos. C'est pour ça, 70-80 euros. Et comme tout jeu Legacy, tu as plein de petites boîtes un petit peu énigmatiques. Qu'il ne faut pas ouvrir tout de suite. D'accord, alors je ne vais pas le faire alors. Voilà. Et puis, plein d'autocollants. Alors, on a le droit de montrer l'index parce que l'index, c'est là-dedans qu'on va se servir. Non, pas celui-là. Voilà. Un paquet de cartes, très épaisses parce qu'en fait, ce sont des cartes avec des autocollants. Donc, tu gardes la carte parce que ça rejoint ton deck et tu vas en faire des trucs. Et tu colles l'autocollant, bien évidemment, sur le plateau. Bon, alors ceux qui sont sur ce plateau-là. Sur ce plateau-là. Ce plateau-là qui, on va le montrer, il est recto verso. Donc tu peux jouer 2 fois. Non, c'est une campagne de 12 parties. Donc pour arriver au bout de Charterstone, tu vas faire 12 parties avec ce plateau-là, éventuellement 12 parties avec l'autre côté du plateau. Et contrairement, puisqu'il y a quand même, on essaye de faire et d'entendre les gens, concrètement, quand le jeu se termine, que tu as fait tes 12 parties, ton plateau est dans un état X. Et bien maintenant, tu as une boîte de Charterstone où tu peux jouer
toutes les parties que tu veux, mais dans l'état où sur il est. ce plateau-là. Parce que c'est un jeu de gestion et donc ça te propose telle ou telle opération, telle ou telle gestion. Tu vas jouer 12 fois de manière différente. C'est ça. Pour créer un plateau de jeu unique. Avec lequel tu peux jouer et c'est le tien. Et tu lui as donné les noms que tu veux, etc. Et puis tu as le plateau de l'autre côté, tu peux éventuellement y rejouer, soit avec les cartes qui te restent en faisant d'autres choix, soit avec le Recharge Pack qui est fait pour, c'est-à-dire qui permet du coup de relancer d'autres campagnes avec d'autres joueurs. Donc, bah oui, forcément, ça titille. Le Legacy, on a Pandémie Legacy saison 2 qui est arrivé. Ça donne envie, donc les gens ont envie de faire des expériences. Et ça continue de triturer les gens aussi sur les forums parce qu'il y a ceux qui disent « Non, je ne pourrais pas écrire sur mon plateau, je ne pourrais pas le démonter, etc. etc. » Photosynthèse, mais on en a déjà parlé. Ça arrive quand ça? Décembre. Décembre là. Décembre 2017 en français. Et c'est Matago en français. Matago, ils en avaient fait venir 50 boîtes par avion, donc rupture, sold out organisé, croyez-le si vous voulez. En tout cas, ils en ont fait venir 50 boîtes parce que par avion, ça coûte très cher. Et nous, on en a une des 50. On en a une pour faire un petit peu de la review et causer. On va y jouer alors. Voilà, j'espère bien. Là, pour le coup, je pense que ça devrait te plaire. Ok. Voilà, donc on a parlé de jeux aussi un petit peu étranges. Il y avait Coaster Park, mais alors là, du coup, méfiez-vous. Certains ont fait des petites vidéos sur le net en disant finalement, ça ne marche pas aussi bien. C'est normalement un jeu où tu fais des montagnes russes en vrai, en 3D, pardon. Et puis tu mets une bille et il faut qu'elle aille au bout du circuit pour voir si ta montagne russe fonctionne bien. Bon, c'est un petit peu de 3D, c'est du punchboard, il faut le monter bien parce que sinon ta bille, elle fait pouf, puis elle tombe à côté. Alors, du coup, ça a titillé, ça a emballé, c'était sold out, ça frustre. Et puis en plus, ceux qui l'ont eu sont des fois aussi un petit peu frustrés. Bonne idée, pas bonne idée, ma foi, là, en tout cas, l'avenir nous le dira. Pandasaurus avait fait aussi un autre jeu, Red Scare, avec des lunettes rouges. Comme d'ailleurs des cryptos dont on a parlé chez Scorpion Masqué. Donc, certains ont des lunettes, ils voient des infos sur les cartes que d'autres ne voient pas. Et puis, ceux qui n'ont pas de lunettes, puisqu'ils n'ont pas de lunettes, eux, ils voient d'autres infos que ceux qui ont des lunettes ne voient pas. Tu me suis? Non, mais ce n'est pas très grave. Bon, en tout cas, du coup, à nous deux, on va se donner des informations ou pas. Je vais te mentir ou pas pour essayer de remporter la partie sur toi. Mais avec des lunettes qui permettent de cacher des informations. Queen Domino, King Domino a cartonné. Photosynthèse. Voilà où on en est, les gens. Alors, nous, on en est là, vous avez ça. J'ai demandé ce que c'était. En fait, ça s'ouvre avec un petit aimant. Au-dessus, là, s'il te plaît, voilà, ça s'ouvre avec un petit aimant, là. Donc, vous mettez vos tuiles de King Domino ou Queen Domino. Oui. Vous fermez. Et là, en fait, ici, alors je vais le montrer ici. Tiens, j'ai une déportée. T'énerve pas, regarde, j'ai la déportée là. Ouais. Une fois que vous avez. Alors, je vais le rouvrir. Hein. Vous l'ouvrez là. Vous mettez vos tuiles. On aurait dû en descendre des tuiles. T'en as là, tu repasses. Et hop, vous laissez. On va vous faire une démonstration en direct. Ça, c'était en vente. C'était offert. Alors pourquoi? Parce que, entre autres, les Allemands, King Domino a eu le Spiel. Eh oui. D'ailleurs, les Allemands, l'éditeur allemand de King Domino a décidé, et Bruno raconte cette histoire en disant est-ce que c'est stressant, est-ce que c'est une bonne idée? Ils ont décidé de mettre la tour dedans. Nous, on ne l'avait pas. Quoi qu'il en soit, à Essen, quand tu achetais un King Domino ou un Queen Domino, on t'offrait ça. Donc, en gros, les Allemands ont ça de base, dans la nous, boîte, on ne l'avait pas. Ah, d'accord. Et donc, en fait, une fois que vous avez vu, alors je vais remontrer, hein, j'ai mis quelques tuiles, là, comme ça. J'ai refermé, il y a un petit aimant. Et quand je le retourne, là, j'ai un distributeur. Regardez, je vais le mettre comme ça. Et là, je fais ça. Et hop, j'ai ma tuile. J'ai ma tuile qui vient direct. Et hop, j'en prends 4 et ça descend automatiquement. Voilà. Donc, du coup, c'est absolument pas inutile. Alors, si, oui et non, c'est indispensable parce que c'est tellement fun. Voilà. Par contre, après, arrangez-vous comme vous voulez avec le thermofromage puisque ça ne rentre pas dans la boîte. Donc, vous vous débrouillez comme vous voulez pour remettre les tuiles derrière. Parce que les Allemands, ils la redémontent à chaque fois aussi? Non, normalement, c'est dans la boîte. Donc, ça rentre. Ah oui, ça rentre. Ça, c'est les éditions, les choix des uns et des autres. Ça me rappelle le bon souvenir de Tikal Descartes il y a 20 ans. Avec le… Pas Tikal, El Grande. Ah oui, d'accord. Tu montais la tour et tu pouvais pas la finir. Alors, il y a un truc quand même, hein, à mon avis, hein, le truc qu'il ne fallait pas louper à Essen, mesdames, messieurs, évidemment, vous l'attendez tous. Oui. Attention, c'est l'extension Flamme Rouge. Et oui, elle est là. Et tout de suite signée Gigamic, en fait. Tout à fait. Elle est sortie, elle était disponible en français. Il y avait des précommandes, il y en aura d'autres derrière. Et ça permet, on retrouve Monsieur Granrud derrière, qui alors depuis a bien explosé. On trouve Monsieur Granrud dans plein de boîtes de jeux. Donc, il doit être très occupé.
Mais l'extension de Fralm Rouge, en tout cas, nous, on l'attendait avec plaisir et je ne boude pas le plaisir de pouvoir t'y faire jouer Ah bah oui, très rapidement. rapidement. Donc à l'intérieur, vite fait, hein, parce que je ne peux pas me retenir, il y a 2 nouvelles équipes, Ouais. parce qu'on peut jouer à 6 maintenant. 6 maintenant, Avec ou les- à 12, ou à 12. en ayant chacun son bonhomme. Donc, voilà, il y a les nouvelles cartes qui vont avec pour pouvoir jouer ces 2 équipes. Et dans ces nouvelles cartes, il y a de quoi jouer des petits joueurs fantômes, on va dire. C'est-à-dire que même si tu veux, t'es pas assez de joueurs, mais que tu as envie d'en avoir plus, il y a des IA avec des cartes et des cartes spéciales pour les faire bien attaquer Bon, ou résister. On y reviendra en précision. Et il y a de nouveaux terrains qui permettent, vous allez le voir, les spécialistes, ceux qui sur mon profil Facebook suivent cette vidéo en direct Le vélo, et qui aiment le vélo. c'est ça. Vous avez donc ceux qu'on attendait tous, pouvoir rouler à plus, hein, avec des zones de ravitaillement. avec 3 couloirs et non pas 2. Voilà, 3 couloirs. Et minimum vitesse 4. Pour quoi les qu'il en soit. ravitaillements. Voilà. Et puis, bien sûr, les zones de pavés. Spécial dédicace Ah, à mes putain. camarades qui vont faire le Paris-Roubaix tous les ans par pur plaisir. Voilà. Donc, de quoi et puis, tu peux faire aussi, tu m'as dit, de la gestion d'enchères pour une échappée. petite enchère pour démarrer de suite avec une échappée et donc 4 cases d'avance. Mais ça On peut y nous coûter reviendra cher. de manière On y précise. reviendra. On y reviendra parce On y que là-dessus, reviendra. en tout cas, il est là. Il est là. Il est là. Les jeux traditionnels continuent d'inspirer puisqu'on a Dragon Castle. Alors, on ne l'a pas ici. Il était chez Horrible Games et normalement, ils s'entendent avec Edge, peut-être du coup maintenant avec Asmodée. Bref, on attend de voir. Un jeu inspiré de l'origami, n'importe quoi, pardon, du Mahjong. Voilà, on le voit à l'écran. Et donc, du coup, tu prends des pièces, ces belles pièces un petit peu lourdes de Mahjong, bien décorées et tout, et tu vas te faire toi-même, entre guillemets, ton petit château, pardon. Oh, là, j'y t'es arrive. fatigué, toi. C'est l'heure, hein. Ouais. Ouais, c'était Essen. Bon, bref. Tu vas te faire toi-même ton château en dépilant les pièces de Mahjong, mais parfois, il va falloir en sacrifier pour activer des petits pouvoirs particuliers. Donc, c'est pareil, ça a bien marché parce qu'il avait un look un petit peu particulier Et puis des règles qui rappellent des jeux. et des règles qui rappellent en disant Comme on a reçu il n'y a pas longtemps, le jeu ABBA qui a renouvelé le Yams. Roi et compagnie, je crois, il Voilà. s'appelle. Oui, ben C'est voilà. un très bon, je vous le Du conseille, coup, un ça- très bon jeu familial de découverte qui marche très très bien. On découvre des choses dont on n'avait pas entendu parler. L'extension de Talouva. Talouva, Ah qui oui. est effectivement un Ferti. jeu assez ancien, Ferti. Mais Et- Ferti communique très très peu en fait. et- mais voilà, il y avait une extension, une boîte réelle avec même des petites tuiles à 2, alors que Talouva, c'est des tuiles à 3. On vous laissera découvrir tout ça et on en parlera bien évidemment sur Trick Track. Not Alone, qui avait explosé chez GAG l'année dernière, a son extension cette année. Et pour eux, c'est un vrai plaisir parce que ça y est, ils ont quelque part un petit peu leur locomotive, en tout cas pour l'instant. Ouais. Donc du coup, Ghislain Masson et l'équipe de GAG est ravis de pouvoir proposer un petit peu cette extension et d'autres jeux. D'ailleurs, de fait, c'est rigolo parce qu'ils se lancent aussi, alors cette fois avec un tout petit jeu, dans la localisation, en se disant on va voir, première expérience, est-ce que ça nous permet d'être plus à l'aise financièrement, est-ce que ça nous permet d'aller proposer des jeux qu'il n'y aurait pas eu autrement. Ben voilà, Pocket Ops n'existerait pas sans cette tentative de localisation et c'est un jeu qui ressemble au, comment on appelle, 3 à la suite, tic-tac-toe je crois. Ouais. Je ne voudrais pas dire de non, tic-tac-toe n'importe quoi, les ronds et les croix pour Ah oui, les un morpion. aligner. Morpion, merci, voilà. Ok. On y est presque. On y est presque. Arès, c'était Ouais. la bataille des 5 armées, la guerre de l'anneau. Eh bien, les 3 auteurs, Nepitello, Maury et puis Maggie, se foutent, je ne devrais pas le dire comme ça, continuent leur chemin. Ouais, Ils tranquillou. ont fait un jeu qui s'appelle Hunt for the Ring, où un des joueurs joue la communauté de l'anneau en train de se barrer, et les autres jouent les Nazgûl qui tentent de lui pourrir la vie et de lui… D'accord. Eh ben, du coup, c'est pareil, un peu à la Mister X, si on l'a ici, merci Germain, un peu à la Mister X, il y en a un qui cache son chemin et puis qui essaye avec le système un petit peu aussi des doubles chemins croisés. Ils ont fait un Sword and Sorcery qui est un dungeon crawler avec de la figurine, en voulez-vous, en voilà. Et pareil, du coup, on leur demande, est-ce que c'est prévu pour les boîtes françaises? Eh bien, oui, tous les rendez-vous sont à Essen. Ouais. Donc, on ne peut pas vous le dire, mais c'est bien Mais possible, ça va venir. etc. Forcément, il y en a un qui va l'avoir. Voilà, c'est Ok. ça. Ah, et ben voilà, j'arrête. Ah non, je ne vous ai pas parlé de Zoo Ball chez Osprey. Ah oui, mais ça sera peut-être avec Asynchron. Ah oui, donc c'est un jeu de pichenette. Ok. D'ailleurs, comme alors Catacombe et Castle, c'est moi mon petit bonbon ludique. C'est du Kwanchai Moria. Les gens sur Trick Track savent que j'aime Catacombe, le jeu de base. Catacombe et Castle, c'est un jeu plus rapide et d'affrontement. On en parlera. C'est toujours aussi beau. C'est puis beau, là, c'est joli. c'est chez Elzra. Et pour l'instant, par contre, là, ça fait partie de ces jeux, peut-être trop gros à la base, mais peut-être que celui-là plaira plus, qui ne sont pas traduits.
qui ne sont D'accord. pas disponibles autrement. Alors pourtant, ils ont mis du français sur la boîte, mais il n'y en a pas à l'intérieur. Ah, Donc c'est un petit jeu d'affrontement et de pichenette avec les petits disques en bois. Moi, je continue d'apprécier ça et c'est rigolo parce que Zoo Ball est un jeu où on marque des buts à coups de pichenette d'accord. aussi. Voilà. Et puis, Ok. C'est quoi cette boîte de Dead Dice? Ah ouais, On alors, dirait un vieux truc des années eh ben 80. oui, c'est le cas. C'est un jeu, et on va pouvoir le montrer en caméra déportée. En termes de récompense, il a été bien accueilli, mais En 2002, j'aurais dit en 1982, moi, tu vois. Ah, tu vois, mais non, ouais, c'est 2010, hein, tu vois, c'est déjà un ancien finaliste. Tu le connais Boulogne, celui-là? oui, Eh ben oui. ouais, il est chez nous celui-là. Eh bien, figure-toi qu'au détour d'une allée, en croisant les gens de D&D Dice, un jeu où on joue des marines qui débarquent, enfin des soldats, pardon, des soldats en anglais and co. Alors ça, c'est pas du tout le matos, hein, il aurait Ah ouais, fallu. parce que Là, là, c'est la boîte de démo. Hein. Là, j'ai Non, non. l'impression d'avoir ouvert une porte Non, à non. voyager dans le temps. T'inquiète, Allez, t'inquiète. bienvenue en 82. T'inquiète pas, c'est la boîte de Stranger démo. Things. C'est ça en fait, on tourne le remove, le remake. Et ben ça arrive aussi en Kickstarter parce que bien évidemment le jeu est un petit peu particulier, ils l'ont travaillé, c'est un jeu avec des dés et de la gestion de ressources où il faut débarquer un jeu qui est très dur, extrêmement punitif, ils l'ont retravaillé et ils le présentent du coup en Kickstarter en fin d'année. Et ben tu sais quoi, il y a tellement de gens qui disent dans le salon d'Essen qu'il va y avoir des Kickstarter en fin d'année que les gens, du coup, l'entendent par des biais interposés, et ben il y a des gens qui ont dit, bon, finalement, moi, mon Kickstarter de Noël, Ah oui, donc, je le ferai oui. en 2018. Est-ce que tu as fini, Ah, et ça on va parler même. de ça. Est-ce que tu as fini de parler des jeux? Oui, ça y est, j'arrête. Tu feras un récap. Un récap de tout ça. Tu vas prendre demain, tu vas prendre ta journée de repos, Allez, de récupération. Et puis d'accord. après, tu feras un petit papier où tu rappelleras marche. ces jeux. Mais c'est des questions aussi intéressantes par rapport au développement du secteur, parce qu'on le voit poindre depuis quelques temps, les KS sur les salons. D'abord, les KS étaient, quand on dit sur les salons, c'était chez soi, les gens en parlaient chez eux dans Tout à leur fait. salon. Maintenant, on a vu arriver sur les salons les présentations des projets, et il y a de grandes discussions sur tout un tas de trucs, hein, sur le forum de Triac notamment. Il y a encore une discussion enflammée sur la présence des jeux dans les boutiques ou pas dans les boutiques, parce que tout ça est en train de complètement changer. On en parlait tout à l'heure sur les précommandes. Effectivement, les éditeurs, parce que quand un éditeur vend 2000 boîtes sur un festival, enfin sur un salon Oui. comme Essen, c'est 2000 boîtes qui ne sont pas en boutique. Ben non. Et puis qui n'auront pas forcément de. Il n'y a pas de frais de port, il n'y a voilà, pas c'est de… ça. C'est la personne qui. Mais ça fait partie des Sun. Donc, une fois Sur encore. les salons, c'est-à-dire que sur les salons en général, Voilà. c'est un truc qui est admis par tous les milieux, tous les secteurs. Quand vous allez sur un festival ou un salon, vous payez, il faut donc rentabiliser. Oui. Et il a été souvent admis qu'on pouvait vendre un certain nombre de produits pour se rembourser la location de l'espace, les stand. bannières, etc. Tout à fait. Or, fut un temps, c'était 100 boîtes, 200 boîtes. Et maintenant, on en est à des 2000 boîtes vendues sur un salon. 2000, ce qui était un succès énorme pour un jeu, par exemple, un jeu comme sorti en France, un jeu comme on les aime, sur un secteur francophone. En France, 2000 boîtes, c'était le mec qui avait carrément un succès, quoi. Maintenant, c'est vendu en 48 heures sur un salon. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ah, je ne sais pas. Après, certains font le choix, effectivement, de laisser le distributeur les vendre, ne font que de l'animation. Alors, cela dit, je tempère, c'est surtout vrai à Cannes, ça l'est beaucoup moins à Essen. À Essen, ça achète toujours beaucoup. Et donc, Oui, mais c'est bien sûr. difficile de s'en priver. Ah oui. À Cannes, ça achète beaucoup moins. Tu te dis, bon, autant le laisser éventuellement aux boutiques. Et une fois encore, c'est des décisions qui sont parfois lourdes de conséquences sur le jeu ou sur les boutiques ou sur le circuit de distribution. Mais malgré tout, ça devient Oui, de mais là, plus en regarde, plus tu le important. disais, toi, tu vas à Essen et maintenant, tu as des stands KS, on va appeler ça KS pour Oui, résumer, oui, hein, oui, parce qu'il y a des gens, c'est Ulule, c'est tout ce que tu veux, mais on se retrouve avec deux types de stands en participatif. Ceux qui te proposent le jeu, il est arrivé à production, il est là, donc tu peux récupérer ton propre produit. Tu peux faire des démonstrations pour voir si potentiellement Il va te plaire. il va te plaire, l'acheter d'occasion, ou il y a encore des éditeurs qui, on le dit toujours, hein, quand tu as 7382 pledgers, donc tu dois fabriquer 7382 boîtes, mais tu en fabriques 10 000 parce qu'il te faut le SAV, il te faut tout ça, voilà, tu as toujours un peu de rap, donc tu peux en vendre sur place. Et puis tu as les KS, qui te disent notre jeu va sortir en 2018, en 2019,
tu peux, parce qu'ils en ont besoin, on le voit, hein, il y avait Batman par exemple là-bas, on peut en parler parce qu'on te connaît très bien les gens qui s'en occupent, ils avaient un stand. J'avais Joan of Arc, Voilà, il y avait j'avais Jeanne l'équipe eux, ils mythique. sont en cours. Oui, ils sont en Batman, cours, c'est vrai. Batman, c'est en février, je crois. Il y avait 2018. Holy Grail avec Museum, et Museum, ça va venir aussi. Voilà. Et Donc- c'était presque tous des jeux où tu dis, mais en fait, c'est fini. Ben non, c'est pas fini, parce qu'il y a une campagne de participative Voilà. pour que ça puisse être fait. Et donc, le problème qui se c'est pas un problème qui se pose, mais le porte-monnaie Ah ben là, des joueurs, il n'est pas infini. non. Il y a un moment donné, c'est juste pas possible. Déjà là, quand tu vas à Essen, tu es content, tu ramènes, imaginons, il y a des gens, ils ont ça dans leur voiture. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y a 22 jeux Voilà, à 20, 25 € de moyenne. On va dire Ça fait combien? 22 par 20, C'est ça 20, fait 25. 200, 400, 450, Voilà. allez, 500 Ah, il y a euros. 500 € de jeu ici. Il y a 500 €. Donc tu es allé à Essen, tu as dépensé 500 €. Sans compter le voyage. Sans compter le voyage, l'hôtel. aller-retour, la bouffe, l'hôtel, etc. Tu t'en tires pour 1000 ou 1200 €. Allez. Ça, tu peux le faire une fois dans l'année parce que c'est ton, Oui, c'est ton petit c'est ton plaisir. plaisir. Tu fais la fête, tu rencontres des C'est le copains cas. qui habitent à l'autre bout de la France. Mais C'est ça. quand tu arrives face à ces stands Mhm. de KS qui te disent, bah, ça là, putain, ça me plaît beaucoup. Et on le sait, KS, hein, c'est 200 €, 300 €. Ok, c'est en février 2018 qu'il faut pledger. Ok. Bon, est-ce que je vais en acheter 4 de moins? Ben, Celui-là, il est en mars. Je vais en acheter 3 de moins. Peut-être. Celui-là, il est en avril. Ah, celui-là aussi, il est en avril. ah ben, Celui-là aussi, il est en avril. oui. Comment les gens, t'as vu, est-ce que ça en discutait là-bas? Ben, ça, alors, Comment on va faire? Comment vont faire les joueurs? il y a automatiquement le besoin de se différencier. Là, je parle côté éditeur, en disant comment est-ce que je vais exister? De quelle façon je vais créer un cercle vertueux où les gens vont devenir mes propres porte-parole pour que je puisse réellement faire et avoir les moyens de ce que je veux faire. Pour des jeux dits des dice, c'est des trucs de fou. Normalement, le jeu se joue sur une carte. Là, il prévoit des cartes qui se collent les unes aux autres et on peut commencer à un bout de la plage et aller de l'autre côté. Et puis des cartes qui vont se mettre les unes au-dessus des autres. Ouais. Donc, tu vas pouvoir aller de plus en plus loin dans le bocage allemand, voire même si le pledge est débloqué. Le débarquement, donc tu arrives dans ta barge, tu as une… Bref, mais sauf que pour tout ça, il faut des sous. Et Ben donc, oui, tu peux pas mettre. voilà. Et pour tout ça, tu dis, mais ça c'est en novembre. Ah ben mince, il y a eu déjà 7e continent, boum. Il y a eu Jeanne d'Arc. Ah ouais, alors du coup en novembre, moi je suis un petit peu rincé. Et là, moi j'ai pas de solution. Qu'est-ce que vont faire les joueurs? Ben, soit ce sera d'autres joueurs. Déjà les éditeurs ont un problème. C'est-à-dire que tu me disais quand même, hein, il y a des gens qui décalent leur KS Oui, quand ils ont vu. Ça sur Essen, ça a été très drôle d'entendre. Alors c'est une personne, mais pour moi ça reste démonstratif, qui dit non, ok, on a pris la décision, nous on le fera en janvier 2018. Parce Donc que les là, mecs décalent leur KS parce en qu'ils ont novembre, peur. en novembre, ils sont déjà 8 ou 10 là à nous avoir dit sur le salon que c'était en novembre que démarrait le leur. C'est déjà le cas, mais là en l'occurrence ils l'ont entendu, ils ont dû jauger du potentiel d'un jeu ou d'un autre et se dire bon le nôtre, j'ai entendu, Fal, tiens-toi bien, j'ai entendu des gens dire moi l'année prochaine je ne sortirai pas de jeu à Essen parce que ça sert à rien, il va être noyé au milieu des autres. D'accord. Je sortirai un peu avant ou un beaucoup peu- avant ou un peu après. D'accord. Parce que du coup, au moins, ça retombera et il y aura peut-être une potentielle existence, une potentielle fenêtre de tir pour mon jeu à cet endroit-là. Il y a des éditeurs qui, du coup, l'encaissent. Des éditeurs installés et qui disent bon sang, on y croyait au jeu, on l'a suivi, on a bossé sur l'auteur avec l'auteur, on a bossé sur l'illustration avec l'illustrateur, Et on les l'a gens mis n'en en veulent pas. boutique Ouais. et puis on en a vendu 1000. Mince. Autant de travail pour 1000, c'est Autant pas de assez. travail, ça fait bizarre. Alors peut-être que pour d'autres, ce 1000-là représenterait déjà un comptant, quelqu'un qui fait ça à côté de son boulot, j'en sais rien. Mais entre un éditeur qui fait ça à côté de son boulot et puis un éditeur qui doit en vivre parce qu'il y a 5, 10, 30 salariés dans la boîte, j'imagine que les nécessités ne sont pas les mêmes. Donc oui, le domaine ludique, le jeu de société est peut-être pas à un tournant, peut-être pas à la veille d'une apocalypse. Non, Il n'y aura c'est pas pas du tout d'apocalypse, ça. mais il y a des C'est gros pas ça. changements. Mais Parce il que- est clairement à la veille d'une redéfinition des lignes du marché ludique. Ça, c'est évident. Parce que là, dans le sujet en question qui parlait des KS et la différence entre les jeux en boutique et les jeux uniquement par KS, il y a une différence fondamentale que très peu ont pointée, qui est la suivante. Un jeu qui est édité et qui est mis en boutique par un éditeur. Mhm. En boutique,
ou disponible, peu importe le réseau de distribution, mais disponible à la demande à un moment donné ou à un autre sur 12 mois étalés. D'accord? C'est-à-dire que tu dis, bah ouais, j'ai envie d'Istanbul, je vais me l'acheter. Que ce soit en ligne, que ce soit chez la boutique, etc. Bon. Ça veut dire que s'il y a 4 jeux qui te plaisent au même moment, tu peux dire, bah, j'achète celui-là, et le mois prochain, j'achète celui-là et celui-là. Or, pour KS, c'est pas possible. Surtout s'il n'est pas forcément en boutique derrière. Crois-moi, je crois qu'ils vont passer de moins en moins par les boutiques. Parce que, comme tu le dis très justement, ils ont besoin d'attirer le monde avec de plus en plus de matériel, donc ils vont de plus en plus grignoter leurs marges, qu'ils vont mettre dans du matériel, ce qui fait qu'ils n'auront pas les moyens de se… C'est possible. Déjà, quand tu fais un all-in à $300 ou $400, t'imagines qu'en boutique, combien ça coûte. Donc, c'est juste pas possible. Donc, du coup, la problématique est la suivante, c'est-à-dire que tu vas avoir de plus en plus de KS only. Oui, et mais pas ailleurs. Quand il y a 4 KS à 300 € ou $300 le même mois, comment tu fais? Moi, je ne sais pas. Ou Regarde, alors je ne sais pas. il faut que je passe dans ton bureau et que je te demande. Mais je ne sais pas s'il y a de cause à effet, mais là, on peut le voir un petit peu. On voit bien que il y a beaucoup de gens qui ont pledgé 7e continent. Et on voit bien que Joan of Arc, on pouvait penser, moi, je pensais qu'ils allaient faire je ne sais pas ce qu'eux pensaient, mais un score énorme, mais il y a quand même un écart entre les 7 millions et le 1,5 million qu'ils ont. Alors, ils vont peut-être monter à 3 millions. C'est pas encore fini, mais voilà, tu as mis 100 € ou 200 € dans 300 €. Voilà. Alors, ils ont un peu de chance qu'ils courent encore le début novembre. Donc, les gens auront eu leur paye. Entre la fin du mois et le début du mois, ils ont leur paye. Donc, ça glissera. Mais il y a un moment donné, quand il y aura les 4 KS, comment tu fais quoi? En tout cas, si tu veux le all-in, c'est-à-dire ce qui correspond à tous les éléments du jeu, quand il y a de l'add-on, des extensions supplémentaires, mais qui ne sont pas prévues dans le pledge. Mais tu as quand même… Et puis, une fois encore, il y a dans KS, autant en boutique, tu achètes un jeu et tu n'achètes pas forcément toutes ces extensions. Tu vas d'abord jouer au jeu et peut-être tu vas acheter des extensions. Dans un KS, la plupart du temps, on fait le KS et ses extensions. Et donc, du coup, si ce n'est pas en boutique, c'est soit tu le prends maintenant, soit après, tu ne l'auras pas et tu as peut-être un petit peu la peur de passer à côté de quelque chose. Donc, du coup, si je le prends, je prends tout ou pas. Enfin, bref. Ça donc, compliqué. ça devient et alors, le vraiment prix, compliqué. pareil, le prix, quand tu déboules sur le salon d'Essen et que tu vois, tu l'as dit très bien au début, tu as un déferlement de com et de marketing, tout ça coûte super cher malgré tout. C'est-à-dire que je ne sais pas combien Asmodée a dépensé pour leur télé, leur machin qui tourne, mais cet argent-là, il est généré par la vente des boîtes. Donc, ça veut dire que pour te vendre je ne sais pas moi ce qu'il y avait un Otis, il y avait envoyé Dice Forge, etc., qui était en démonstration. Il faut vendre un paquet de boîtes pour rembourser ça. Déjà. Donc, ça veut dire que soit le prix des jeux augmente, soit ils augmentent le nombre de personnes qui l'achètent. Alors, de façon globale, le prix des jeux a l'air de un petit peu évoluer à la hausse. Je reste prudent là-dessus parce que je ne suis pas spécialiste du pourquoi de la chose. Quoi qu'il en soit, c'est quand même, et je l'ai dit en début d'émission, lié au fait que la qualité de tout augmente. On ne se contente plus d'un punch, on met une figurine. On ne se contente plus d'un petit cube en bois, on met du bois découpé, c'est en forme de poisson, c'est la forme de l'argile, c'est la forme de ci. Kickstarter a beaucoup fait pour ça, parce que forcément tu regardes, tu fais ça a de la gueule. Quand on a ouvert le size boutique ou le size case avec la version des ressources améliorées, tu fais ah bah ouais merde, c'est quand même vachement super cool. Alors que ça sert à rien, mais c'est tellement super cool que c'est mieux comme ça. Donc peut-être que cette tendance prix vient aussi d'une augmentation des critères de qualité et du contenu de la boîte. Encore une fois, je n'en sais rien, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Mais surtout qu'encore une fois, c'est-à-dire qu'on se trouve face à une situation qui est assez étonnante. De plus en plus de jeux, de plus en plus chers finalement, l'air de rien. L'air de rien, un petit peu. 4 € par 6, 5 € par là. Mais ça veut dire que quand tu pouvais acheter 11 jeux, tu peux en acheter plus que 10 maintenant. Puisqu'en grignotant 2 € sur chaque boîte. En tout cas, si ton budget jeu n'a pas explosé, tu ne peux en acheter que plus que 10. Donc, en fait, et si tu fais du Kickstarter, tu peux ne plus en acheter que 1 ou 2. Ouais, donc ça devient très compliqué. Alors, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre pour augmenter le nombre de clients potentiels et de joueurs. C'est assez. Je ne sais pas comment ils vont faire. Alors, à côté de ça, il y a des choses qui sont quand même étonnantes. On fait des choses pour le jeu qui sont à part. Le tapis de jeu de Century. On fait des tables de jeu comme celle-ci. Voilà, sur le salon, il y avait des démonstrateurs de tables de jeu, etc., etc.
eh ben, malgré tout, si les gens ils y viennent, c'est qu'il y a certainement des gens qui Bien achètent. sûr, évidemment. Donc, ça veut dire qu'il y a malgré tout des gens qui ont les moyens. Certains, là, actuellement sur Facebook, disent, et c'est possible, le jeu, c'est un jeu, ça se pratique en société. Il y en a un sur un groupe de 4 joueurs qui fait tel KS, l'autre qui fait tel autre KS. C'est possible. On se met à 4 pour acheter le plateau qui va bien. Et puis, comme on joue de toute façon ensemble, eh ben, on jouera sur le petit plateau en tissu qui est super chouette, etc. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien au fait que le marché s'est tellement démultiplié que oui, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas arriver à poser des soucis ou en tout cas des décisions, à prendre des décisions un peu drastiques en disant Enfin, c'est pas on des réduit soucis. la voilure ou alors il faut qu'on rachète les plus petits, comme ça on va les maîtriser. Puis c'est possible. En tout cas, c'est le grand chambardement, ça c'est sûr. Voilà. À tous les niveaux, on l'a vu, Essen, c'est une espèce de genre de thermomètre. Hein. Quand on voit la mmh. débauche de moyens, et tout à l'heure on parlait des médias et tout ça, mais bon, quand on voit comment Asmodée est en train de mettre en place sa diffusion en live tout seul, tous ces trucs-là, ils veulent absolument tout contrôler de A jusqu'à Z. Et c'est normal parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de tout contrôler, faire le focus, briller pour attirer les gens. Bah oui. Parce qu'une fois que tu es là-bas, tu vas prendre une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes, ton budget il est clos, puis c'est terminé. T'es lancé. Et je pense que les plus petits, ils n'aspirent qu'à ça. En tout cas, alors, ça me permet de réagir à ça. C'est vrai. Et en même temps, il reste, on en a croisé, alors je pense à Luce, il se reconnaîtra, il vient faire des trick-track télé assez régulièrement. Il est à Essen tous les ans. Il fait son petit salon avec le stand qu'il a, et puis c'est pour son plaisir. Et donc, ça dépend de tes motivations. Exactement. Tout Voilà. dépend de tes motivations. Donc, du coup, des plus petits KS, je pense à celui qui a fait, il a fait un petit peu parler de lui aussi, puisque là, pour le coup, il était sur le salon, celui qui a fait Burgle Bros. On en avait parlé sur Trick Track, et il a fait un nouveau jeu où, du coup, le gendarme et le voleur, c'est un petit peu un jeu de attrape-moi si tu peux. Eh ben, il n'a jamais voulu, entre guillemets, vendre son Burgle Bros à qui que ce soit pour des localisations. Il voulait continuer à avoir la main, même petitement, mais d'avoir la main sur le jeu, etc. Bon, après, je dis ça, malgré tout, cette année, il était à Essen. Alors, pour devenir quoi? Pour aller. Si les gens viennent à Essen, c'est malgré tout aussi pour faire connaître leur jeu. Si de plus en plus de contacts sont pris entre les continents des uns, les auteurs des autres, et puis l'internationalisation de la production des jeux, c'est aussi pour faire des économies d'échelle, pour que le jeu, s'il n'existe pas dans un pays parce qu'il a raté son public, il puisse peut-être exister ailleurs. Malgré tout, quand même, le but du jeu, c'est quand même de faire jouer à ces jeux. Donc, toujours rester petitement, ça peut aller. Il y a des plus petits Kickstarter, c'est vrai, il y a des Kickstarter, ils se contentent, ils ont besoin de 15 000, 50 000, ils font 100 000, 150 000, c'est très bien. Je ne suis pas sûr qu'un Kickstarter quelconque puisse dire « Ah ben si on ne fait pas 1 million, non, on ne veut pas. On veut juste 150 000. » A priori, s'il y a plein de gens qui s'y intéressent et qui font 1 million, ils seront ravis de faire 1 million. Ça serait surprenant qu'ils ne veuillent pas. Donc, voilà, on sent qu'il y a toutes ces… tous ces différents paramètres, ces différents visages. Et là, pour le coup, si je devais conclure sur Essen, en tout cas de cette façon-là, c'est la première année où ça me saute à la figure de cette façon-là, ce côté protéiforme actuellement du monde du jeu. Et ça risque d'être de plus en plus le cas, a priori. En tout cas, un multifacette, multivisage. On a parlé du 2, un peu plus underground, un peu plus grand, un peu plus clinquant, un petit peu plus tout petit, mais c'est comme ça qu'on découvre une petite merveille auquel on ne s'attendait pas. Et bien, ce côté protéiforme-là, c'est actuellement ce qui se passe dans le monde du jeu. C'est surtout un secteur qui est en train de… Moi, je pense plutôt, tu sais, quand tu parles de protéiforme, je pense, tu sais, à cette petite pâte à crêpes qui est posée comme ça, qui fait des petites bulles. Et hop, elle explose, parce que c'est ce qui va se passer. De toute façon, moi, depuis 20 ans que je suis dans le secteur, on les voit bien, hein, ceux qui arrivent, et puis, pof, ils disparaissent, ceux qui continuent d'être là, ceux qui changent. Oui. Il y a une grosse transformation, et elle n'est pas que pour les éditeurs, elle n'est pas que pour les auteurs, elle n'est pas que pour les distributeurs, elle est aussi pour les médias qui informent. Oui, clairement. Nous, c'est une grosse problématique. Oui, vraiment. Hein. Tout ça est une vraie problématique. Ah tiens, Benny les petits éditeurs, les gros éditeurs, comment on se finance, comment tout ça tourne, comment tout ça est occupé, à quel moment tu n'interviens plus, tu es utile, tu n'es pas utile. Est-ce que le débrief qu'on fait là depuis maintenant plus d'1 heure et demie est utile? On n'en sait rien, nous on fait que constater. Oui. Et puis avec plaisir, parce que quoi qu'il en soit,
je suis content de pouvoir en parler avec toi et d'essayer d'imaginer. C'est comme un espèce de grand jeu aussi. Et ça me, Faut pas ça me me fait demander plaisir. comment j'imagine le reste. Ah ben, Alors, d'accord, moi, ok. Je suis très pessimiste. Mais voilà, ça donne envie quand même d'aller tripoter, de les ouvrir ces boîtes et de jouer avec. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le côté passion, en tout cas moi, ça me va encore très très bien. Quoi qu'il en soit, l'embrasser dans sa globalité devient de plus en plus compliqué. Bah, c'est surtout comment continuer pour qui que ce soit dans le secteur. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est dans un monde où on doit gagner sa vie. Je Bah oui. déteste cette formulation, gagner sa vie. Il y a des gens qui doivent gagner leur vie, tous, nous y compris. Et la question, c'est comment vont faire les gens pour ou continuer de gagner leur vie ou commencer à gagner leur vie. C'est ça le vrai problème. Ouais. Avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire au bout d'un moment, tu es obligé de faire des choses, des compromis, tu es obligé de trouver des Ça choix, sera le faire cas, des ça choix. sera- ça sera Au le cas début, pour les joueurs, hein. tu disais tout à l'heure, le gars, il dit, moi, c'est que pour moi, je suis dans mon coin, underground, mais quand même, à un moment donné, tu viens à Essen, à un moment donné, tu te dis, bon, bah, je vais quand même faire le truc qui brille derrière pour que les gens y viennent, tu vas commencer à communiquer avant, parce que si tu ne communiques pas, c'est mort. Donc, tout ça est très compliqué. Je pense, moi, que le secteur est en train de se restructurer, comme le monde entier, d'ailleurs, en train de se structurer, avec la disparition d'intermédiaires qui ne sert à rien, ou des rapports entre certains intermédiaires qui doivent être inversés, repensés, repositionnés, parce que dans toutes ces discussions-là, il manque toujours la même chose, la même question qui doit être posée systématiquement, c'est pourquoi on joue. Et il y a un moment donné, dans toutes ces discussions, on perd l'essentiel de la question qui est pourquoi on joue, pourquoi je joue. Alors des pourquoi je joue, il y en a probablement autant Qui a de joueurs. qu'il y a de joueurs, mais malgré tout, je pense qu'on peut faire Des grandes des familles. grandes familles, Ouais. des pourquoi on joue. Donc à partir du moment où cette question est posée, il y a des gens qui se la posent, qui vont interagir dans leur milieu, leur secteur, pour répondre à cette question-là, dans un sens ou dans l'autre, c'est ce qui va définir le secteur. Mais je pense que oui, le secteur tel qu'il est là, de toute façon, moi je te le décris au bureau toute la journée, on en parle. On en parle. Il y a des choses qui se passent, je les avais réalisées il y a 2 ou 3 ans, et moi je te fiche mon billet que dans 2 ou 3 ans, les choses auront quand même Bien sacrément évolué. changé, évolué, il y aura des disparitions, il y aura des naissances, il y aura des changements de comportement, ces fameux angles morts, Oui, certains Hein s'y engouffreront. certains s'y engouffreront, toujours, je vous le disais tout à l'heure, hein, en début de vidéo, débrief, je débrief. vous disais, il y a eu en 2008 un gros changement, crise économique, disparition du Standard Bro, hop, Asmodécimé, Ouais. et ça change beaucoup de choses. Et ces angles morts, quoi qu'on fasse, dans la vie, il y en a toujours, en tout cas dans l'industrie, il y en a toujours, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, on en a parlé pendant, on avait dit on fait 1 heure, mais tu vois, tu t'es trompé. Oui, une Ça fois fait encore. une heure et demie. Et je pense que j'ai oublié 2 ou 3 trucs, mais Ah oui, on puis les fera gens- l'article, voilà, parce que malgré tout, on reparlera des jeux et il y a des Oui, jeux bien auxquels sûr. on a joué avec beaucoup de plaisir et finalement peut-être que ce sera ça une des solutions, c'est de continuer de se faire plaisir, que ce soit d'en parler pour le plaisir ou que ce soit de jouer pour le plaisir. Oui, bien sûr. Tant qu'on a les moyens de se faire plaisir. C'est voilà, c'est ça voilà. le truc. Pour Tu le vois, plaisir, faut c'est voir à ça, côté. c'est ça l'idée. Voilà, merci de nous avoir écoutés pour ceux qui étaient en direct avec nous. Merci Pour ceux bien. qui sont à la demande, vous regardez ça. Je sais, c'est un peu long du coup. Oui, c'est vrai. Donc, vous le regardez en morceaux, vous le regardez en parties. On le coupe en 2 Ah, On aura- non, c'est trop tard. Non, trop tard. C'est fait, c'est fait. tu sais, c'est le monde de l'informatique moderne. Tu fais pause et tu reviens plus tard. Oui. Hein, regardez bien où ça s'est arrêté et puis vous revenez plus tard. Voilà, il est temps pour nous de rendre l'antenne, de vous dire à bientôt. Merci Guillaume. bientôt, avec plaisir. Hein, on Enfin, rejouera à certaines choses. Ça Oui. m'intéresse, ça en fait. Je trouve ça beau. Je trouve ça super joli. Je ne sais pas ce que c'est, mais je trouve ça très joli. Donc j'ai très envie. Et puis bien sûr, il faut Flamme qu'on fasse rouge. une partie de ça. Flamme rouge. Ok. Oui. À bientôt pour de nouvelles aventures. Il est temps de regarder ces caméras à droite de l'objectif et de dire General. Right.